Salut à toutes et à tous. Dimanche soir, c'est live sur Géopolitique Profonde, la petite chaîne qui monte. N'hésitez pas à liker, à mettre des pouces, à partager à fond cet entretien. Alors, je suis aujourd'hui avec Stanislas Berton, l'intellectuel qui monte. Donc là, entre la chaîne qui monte et l'intellectuel qui monte, eh ben, il fallait qu'on se rende compte, c'est évident. L'intellectuel qui a écrit L'homme et la cité, volume 2. Vous pouvez aussi vous le trouver sur stanislasberton.com et évidemment sur tous les réseaux sociaux. Alors aujourd'hui, nous allons parler de mondialisme, des Américains, d'Ukraine, de Chine, de pédocriminalité. On ne parle pas assez souvent de ce sujet qui, je sais, intéresse énormément nos auditeurs, de fraude électorale, guerre de l'information et évidemment, au bout du bout, il y a la guerre de la spiritualité que nous mène le mondialisme. Bonjour cher Stanislas, comment ça va? Écoutez, ça va bien, merci Mike, merci pour cette invitation. Alors je précise, intellectuel, oui, j'ai un travail intellectuel et j'essaye de comprendre comment les choses fonctionnent, mais je suis quand même plutôt un homme d'action et le problème d'aujourd'hui, c'est que avant de passer à l'action, il faut quand même réfléchir et il faut comprendre un peu ce qui se passe pour pas mener de faux combats. Et c'est justement ça tout le sujet qu'on va évoquer ce soir, parce qu'en fait, souvent on se concentre sur gauche-droite, conservateur, progressiste, et en fait, ce que j'essaye de montrer à travers mon travail, c'est que le vrai ennemi, c'est le mondialisme, sous ses différentes formes. On va le définir pour commencer, je pense. Mais c'est surtout ça. Donc, intellectuel, moi, je me considère plutôt comme un entrepreneur, un auteur, et surtout quelqu'un qui est vraiment engagé dans cette guerre contre le mondialisme, donc qui passe déjà dans un premier temps par bien définir les choses et comprendre contre quel ennemi on se bat. Mais justement, il n'y a plus, enfin, il y a encore les idéologies conservatrices, souverainistes, etc. Mais quoi, ça c'est du superflu face au mondialisme? Oui, parce qu'en fait, le mondialisme, et c'est comme ça que je suis venu à m'intéresser à ce sujet, c'est qu'en fait, c'est la clé et c'est le niveau au-dessus. Alors, c'est toujours important de bien définir les termes pour les gens qui nous regardent et puis pour cette vidéo. Qu'est-ce que ça veut dire le mondialisme? Le mondialisme, il faut bien comprendre que c'est une idéologie et c'est un projet et c'est une idéologie totalitaire. Ça, c'est très important, c'est le nouveau totalitarisme, peut-être même un des plus grands totalitarismes qui a jamais existé. Et en plus, c'est un totalitarisme qui a les moyens de ses ambitions. Et en fait, ce totalitarisme et ce projet mondialiste, il se décline sur au moins quatre versants. Il y a le premier versant qui est le politique. Et en fait, l'objectif du mondialisme, c'est d'abolir le politique, en fait. C'est-à-dire, c'est d'arriver à une gouvernance mondiale où, en fait, donc, le politique n'existera plus. C'est-à-dire, il n'y aura plus de projet alternatif. Il y aura un seul projet qui sera imposé à l'ensemble de la planète. Et on va voir, on l'abordera après, qu'il y a des pays qui ne sont pas d'accord avec ça, qui veulent rester souverains. Donc ça, c'est C'est-à-dire que, allez-y, continuez. oui, je vais aller. Voilà, après, on reviendra, je pense, sur chaque point. Ensuite, après, il y a la On est là partie. pour longtemps, ne vous inquiétez pas, les Oui, gens. oui, on est là, on est On prêt a à notre la soirée. soirée. Exactement. Donc, on a la partie économique. Ça, c'est très important. Il y a deux aspects. Il y a le contrôle notamment des banques centrales. Ça, c'est très important. La monnaie est contrôlée par les mondialismes. Et moi, je donne toujours l'exemple, un exemple qui est peu connu et qui pourtant qui est frappant, et les gens ne le savent pas, c'est que le dollar, on parle de la monnaie d'échange et de réserve mondiale, est une monnaie privée. Il faut rappeler que le dollar appartient et est créé par la Fed. La Fed est une institution privée qui a été créée en 1913 après bien des tentatives dans l'histoire du 19e siècle aux États-Unis. On sait les gens qui ont participé à la réunion de la création de la Fed en 1913 à Jekyll Island, en plus, ça ne s'invente pas, qui étaient des grands banquiers, des grandes fortunes du début du 20e siècle. Et la Fed est une institution indépendante qui prête des dollars au gouvernement américain contre intérêt. Donc il faut bien comprendre ça. Il faut comprendre que la Fed, donc la Réserve fédérale, bénéficie de l'extraterritorialité, c'est-à-dire comme si c'était une ambassade d'un pays. Les lois des États-Unis ne s'appliquent pas dans l'enceinte de la Fed. Donc ça, c'est un exemple très précis qui permet de comprendre la réalité du mondialisme. C'est-à-dire vous avez quand même face à vous des gens qui contrôlent le dollar. Rien que ça, ils contrôlent d'autres monnaies, mais ils contrôlent le dollar. Donc les banques centrales sont contrôlées par le mondialisme. Donc ça, c'est un premier point. Donc déjà des gens qui disposent de ressources illimitées. Il faut bien comprendre ça. Et après, il y a un contrôle économique qui s'est accru tout au long du XXe siècle. Et en fait, ce projet, il a une volonté très claire, c'est la collectivisation, c'est-à-dire l'abolition de la propriété privée. Et en fait, vous allez avoir une oligarchie qui va contrôler de plus en plus de choses, et ça, on reviendra dessus, qui contrôle déjà les grandes entreprises par des holdings, par des fonds de pension, qui contrôle de plus en plus les ressources naturelles. Alors, bien sûr, le pétrole, par exemple, Rockefeller, qui est une des grandes familles mondialistes,
Lui, il a commencé par le pétrole, les chemins de fer, le charbon. Et aujourd'hui, on a les grandes institutions financières qui dictent en fait la loi aux États et en fait, qui en sont en train de capter les ressources naturelles. Par exemple, on sait que Bill Gates aujourd'hui est le plus grand propriétaire terrien des États-Unis, par exemple. Et en Ukraine, ça c'est quelque chose qu'on ne dit pas, il y a entre 30 et 40% des terres agricoles de l'Ukraine qui appartiennent à des fonds de pension américains. Donc en fait, le mondialisme sur sa partie économique, c'est ça, et il est résumé. Le projet final, c'est celui que nous dit Klaus Schwab du Forum économique mondial, c'est vous ne posséderez rien et vous serez heureux. Et on verra la partie vous serez heureux plus tard. Est-ce que ça signifie qu'en fait le mondialisme est géré par… parce que s'il n'y a plus de politique, c'est-à-dire que ça doit être géré par quelqu'un. Est-ce que ce quelqu'un, ce sont essentiellement donc les grandes multinationales et les institutions type, les institutions que l'on a créées, type ONU, l'Organisation mondiale du commerce, la santé, etc. Ouais, alors ça, c'est exact ce que vous dites, mais c'est le niveau en dessous. C'est-à-dire que tout au-dessus, le niveau en dessous, d'accord. Ouais, tout au-dessus, il y a des grandes dynasties familiales qui sont des dynasties beaucoup anglaises. Il y a les fameux Rothschild, il y a les Rockefeller, il y a les Warburg qui sont aussi français, les Rothschild. Oui, mais en fait, leur origine, le berceau originel, c'est Francfort. Et après, il y a les trois fils. Il y en a un qui est parti à Londres, il y en a un qui est parti à Paris, et il y en a un qui est parti à Naples. Donc, en fait, ils ont créé des succursales. C'était ça, ils ont fait ça au 18e, fin 19e. Enfin, 18e, pardon. Et du coup, en fait, ce qu'il faut, c'est toujours ce que j'explique aux gens, c'est que, en fait, on a supprimé, en faisant les diverses révolutions en France ou dans d'autres pays. Alors, je vais juste ouvrir une parenthèse. Voilà, on nous suit là, je reçois des messages, on nous suit. Alors Nathalie El Husseini nous dit bonjour du Liban, voilà, donc bonjour Libanais, salutations au Liban, on peut dire qu'il souffre, et NRRD nous dit bonsoir d'Alger, voilà, donc on nous suit maintenant dorénavant, même à l'étranger, voilà. Eh ben, formidable. C'est la géopolitique profonde qui intéresse le monde entier, donc ça c'est très bien. Et donc, oui, je disais qu'en fait, toute l'absurdité, c'est qu'on a supprimé des dynasties de la noblesse, donc où on savait, c'était des grandes familles qui dirigeaient, qui étaient ducs, qui étaient comtes, qui étaient la famille royale. En fait, on les a supprimées, mais elles ont été remplacées par d'autres dynasties familiales qui fonctionnent exactement comme la noblesse d'autrefois, c'est-à-dire avec vraiment une ligne dynastique, des alliances, des mariages croisés même entre cousins, etc. C'est exactement la même chose, sauf que ça, maintenant, c'est un pouvoir qui est caché. C'est-à-dire, avant, vous saviez qui vous dirigeait, vous savez qu'il y avait le roi, il y avait le prince, il y avait le comte, au niveau local, il y avait le duc. Mais sauf que maintenant, en fait, ce pouvoir-là, il existe exactement de la même manière et il est caché à travers ce que vous dites, c'est-à-dire ces différentes institutions. Donc, il y a les grandes institutions internationales, donc on peut citer l'ONU, on peut citer le FMI, on peut citer l'OMS, qui sont en fait les courroies de transmission. Il y a des espèces de think tanks ou des cercles de réflexion comme le Forum économique mondial, comme le Council on Foreign Relations, qui est moins connu, le CFR, le groupe de Bilderberg. Avant ça, il y a eu le groupe de Milner, qui est pas du tout connu, mais qui est le proto-mondialisme. C'est vraiment là. Il y a le groupe Rhodes, les bourses Rhodes, qui ont commencé à essaimer, en fait, dans les hautes études, dans les universités d'élite, tous ces agents mondialistes au début du XXe siècle. On parle de quelque chose qui date du début du XXe siècle. Mais alors, du coup, alors d'accord, vous avez dit en effet que ces gens-là remplaçaient, on va dire, le roi et peut-être les seigneurs aussi que l'on avait à une époque. Mais alors du coup, en réalité, un pouvoir remplace un autre pouvoir. En quoi le remplacement d'un pouvoir par un autre est-il pour le coup négatif pour les gens? Ah bah alors ça, on va expliquer ça parce que y a un projet derrière, c'est justement ça, qui est totalitaire. C'est-à-dire, c'est pas juste on exerce le pouvoir et ce qui a toujours existé, c'est-à-dire l'élite, certes qui a des privilèges, mais les privilèges, déjà, ils ont une contrepartie. Je rappelle que, par exemple, en France, sous l'Ancien Régime, il n'y avait que les nobles qui allaient faire la guerre. C'est-à-dire la levée en masse, faire envoyer le peuple se battre dans les guerres révolutionnaires, les guerres napoléoniennes ou mourir dans les tranchées, ça, c'est la Révolution qui fait ça. Avant, il n'y a que les nobles et qui payent des mercenaires, donc des soldats de métier, des gens, et d'ailleurs c'est là où on retrouve les Suisses, notamment les gardes suisses, etc. Donc il y a des mercenaires et des nobles qui font la guerre, là c'est le peuple entier. Et après, la différence c'est qu'il y a un ordre, c'est-à-dire chacun à sa place, le seigneur doit gérer son domaine, c'est-à-dire il s'occupe de son entretien, il y a quand même beaucoup, moi je suis un Lorrain, on a le fameux roi Stanislas qui était duc de Lorraine,
si vous allez sur sa statue à Nancy, il y a toutes les œuvres de charité, les hospices, les hôpitaux. Donc, c'était des gens qui s'occupaient de leur peuple. Aujourd'hui, le problème de l'oligarchie mondialiste, c'est qu'elle refuse les responsabilités, elle est dans l'impunité la plus totale, et surtout, elle fait porter le chapeau aux politiques, parce qu'en fait, les politiques, ils servent à ça. Les politiques, ils sont les boucs émissaires, ils sont les hommes de paille. En fait, on fait croire que c'est eux qui ont le pouvoir. Ils sont sacrifiés dès qu'ils sont plus utiles, dès qu'ils ont atteint leur utilité a été jusqu'au bout. On les liquide, on les remplace par d'autres. Et ceux qui ont vraiment le pouvoir derrière, ils continuent d'être protégés. C'est ça qu'a compris le mondialisme. Donc le mondialisme, il est dans l'impunité et surtout, il ne veut pas se contenter de gérer ce qui lui appartient. Il veut tout gérer, il veut tout contrôler et il veut jusqu'à abolir la propriété privée. Et là, on l'a vu. Est-ce que ça signifie du coup que par exemple, Monsieur Macron, qui est aujourd'hui président de la République française, en fait, n'a pas les mains libres et qu'en réalité, on ne devrait pas être opposant à ce monsieur, puisque visiblement, il n'a pas de pouvoir. Ah bah alors il représente quelque chose, ça c'est vrai. Mais il faut toujours regarder qui y a derrière. Moi je cite toujours cette citation concernant le président de la République, Jacques Attali, qu'on retrouve derrière tous les gouvernements depuis 20 ans. Il commence avec Mitterrand et il est encore là avec Emmanuel Macron. Et Jacques Attali dit quand même, il y a une interview où on peut retrouver la citation, il dit Emmanuel Macron, c'est moi qui l'ai inventé, je l'ai créé totalement. Il dit ça. Il y a Edmond de Rothschild, je crois, qui était l'employeur d'Emmanuel Macron, qui dit Emmanuel Macron, c'est mon edge, ma couverture. Donc, ces gens-là l'assument. Et ce qui est rigolo, quand on creuse le mondialisme, vous trouvez la même logique. Par exemple, Zelensky en Ukraine, on va parler de l'Ukraine, bien entendu. Vous avez Ihor Kolomoïski, qui est un immense oligarque chypriote israélien, je crois, qui est une immense fortune, qui était même gouverneur d'une région en Ukraine. Il dit, vous avez là encore la citation peut se retrouver, dans un entretien au New York Times en 2019, il dit Zelensky, je me vois comme le marionnettiste de Zelensky, je suis un monstre et il est ma créature. Donc vous voyez, on retrouve le même discours de Kolomoïski vis-à-vis de Zelensky que d'Attali vis-à-vis de Macron. Et en fait, c'est comme ça que le mondialisme fonctionne. Il montre des pantins. Est-ce qu'aujourd'hui, le mondialisme a totalement pris le pouvoir? Et comment a-t-il pris justement ce pouvoir? Alors, je vais répondre à votre question, mais avant d'y répondre, il faut que je termine, parce qu'on a fait une parenthèse sur l'économie, d'expliquer les autres moyens de contrôle du mondialisme. C'est-à-dire que le mondialisme, il contrôle aussi le domaine, je dirais, alors militaire, mais au sens très large. Et dans le domaine militaire, j'inclus la guerre de l'information. Et donc, il contrôle l'OTAN, il contrôle essentiellement les services de renseignement de tous les pays, à commencer par la CIA, qui est vraiment son bras armé. Et en fait, quand vous travaillez historiquement sur le mondialisme, en fait, le gouvernement mondialiste, le vrai gouvernement, c'est le gouvernement des services de renseignement. Donc ça, c'est très intéressant. Bien sûr, l'OTAN et les médias. Et les médias, moi, je les inclus dans la partie militaire parce que c'est la branche propagande, c'est la branche lavage du cerveau des populations et surtout de leur faire le coup de génie. C'est de faire croire aux populations que le mondialisme n'existe pas. Donc ça, c'est la technique de base, c'est du complotisme. C'est Satan, on va dire. C'est du complotisme. Voilà, et c'est ça. Et donc là, vous parlez de Satan. Il y a la dernière dimension qui est la dimension spirituelle. On en parlera à la fin parce que le projet mondialiste est un projet religieux. Et ça, il faut le comprendre. Mais ça, on reviendra plutôt à la fin là-dessus. Donc, pour répondre à votre question, comment le mondialisme a pris le pouvoir? Il a fait ça. Il a fait totalement pris le pouvoir aussi. Alors, c'est ça où on va répondre en deux temps. Encore l'empêcher. C'est ça. Oui, alors ça va être, je pense, une grosse partie de notre discussion. C'est que le mondialisme avait le pouvoir et toutes les crises qu'on a vécues, notamment ces 2 dernières années, ont montré sa capacité d'action. Je ne vais pas rentrer dans le détail pour des raisons que vous savez, mais vous voyez ce qui a été déployé dans le monde entier en même temps, avec les mêmes mots, les mêmes slogans, les mêmes politiques, absolument partout, par tous les dirigeants, avec des nuances, mais néanmoins, montre le pouvoir du mondialisme, et notamment sa capacité à faire passer des éléments de langage. Vous retrouvez ça partout. Et donc, il contrôlait en effet. Et comment il a fait ça? Il a fait ce que j'appelle le principe clé, c'est l'infiltration plutôt que l'invasion. C'est-à-dire, il a infiltré les différentes strates de la société. Il y a quelques instants, j'ai parlé du groupe de Milner au début du XXe siècle. Le groupe de Milner, ça commence comme ça. Ça commence, c'est des gens, Milner, il est prof à Oxford, il fait partie de l'oligarchie britannique, et il dit, si on veut mettre en place le mondialisme, il faut commencer par former des gens et faire en sorte que toute l'élite mondiale soit mondialiste.
Donc, il commence au collège All Souls de Oxford, qui est une des plus grandes universités mondiales, et après, il décline. Donc, il commence petit à petit, ils élargissent le groupe. Et par exemple, vous avez en 2017, les téléspectateurs, enfin les auditeurs, peuvent retrouver la vidéo, notamment sur mon site. Vous avez Klaus Schwab, qui est invité à la Kennedy School de Harvard, donc qui est un peu le Sciences Po mondial. Tous les gens qui vont travailler dans les grandes institutions internationales vont là, qui dit, en public, hein, il dit, en 2017, il dit, bah écoutez, c'est simple, et j'emploie ces mots, le mot en leur sens, il dit, nous avons pénétré tous les gouvernements de la planète. Donc il dit, Macron, c'est nous, Merkel, c'était nous, Trudeau, c'est nous. Il fait toute la liste et il termine en disant, hier soir, j'étais à l'ambassade d'Argentine à Washington, je crois, et ben, il y avait la moitié du gouvernement et c'était des mecs à moi. Donc, vous voyez, et donc ça, c'est ce qu'ils ont fait. Ils ont placé leurs mecs partout. Ils les ont placés dans les politiques, ils les ont placés dans les médias, ils les ont placés dans les grandes institutions. Et toutes les institutions internationales de l'après-guerre, donc je pense à l'ONU, je pense à l'UNICEF, je pense à l'OTAN, je pense même à la Commission européenne, enfin la Communauté économique européenne, ont été des institutions créées de toutes pièces et des mondialistes ont été placés à leur tête. Et je pense le plus emblématique, par exemple, c'est Huxley, Julian Huxley, qui est le premier dirigeant de l'UNESCO, qui est le frère de Aldous Huxley, qui a écrit Le meilleur des mondes. Donc, il décrit ce projet de société en fait qui nous apparaît comme une utopie, mais en fait, c'était un des éléments du programme. Et en fait, voilà, ce sont des eugénistes. Vous regardez le premier directeur de l'OMS, c'est un eugéniste, c'est un Canadien. Vous regardez, alors là, le festival, c'est l'OTAN. Je crois que le premier, c'est un ancien nazi. Le premier président de la Commission européenne, Hallstein, c'est aussi un ancien nazi. Enfin, il y a vraiment toute cette infiltration. Et donc, le monde dans lequel nous vivons, dans lequel je suis né, est un monde qui est contrôlé par les mondialistes et qui, par leur contrôle des médias, en fait, et leur contrôle aussi du monde universitaire, parce que c'est ça qui est assez vicieux, c'est qu'il y a par exemple des tas d'historiens qui ont travaillé sur l'histoire du mondialisme. Il y a des travaux formidables qui sont pas des travaux, je veux dire, de gens qui ont vraiment fait un travail d'historien. Et ben ça, ces gens-là ont vu leur carrière foutue en l'air parce qu'on a dit, ah non, 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 ça, c'est du complotisme. Mais attendez, j'ai lu des comptes rendus, j'ai lu des télégrammes diplomatiques, j'ai lu des sources. C'est pas du complotisme, c'est des faits. Ah non, 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 mais ça, c'est interdit, donc vous dégagez, vous n'êtes pas sérieux. Donc en fait, quand vous contrôlez les médias, quand vous contrôlez le monde universitaire, et que vous contrôlez en plus par certains beaucoup la justice, en fait, comment vous voulez faire? Les gens sont dans une nasse, tout simplement. C'est clair. Alors, nous sommes déjà plus de 1000 personnes en même temps. Merci beaucoup. Hein. Un dimanche soir, 19h, déjà plus de 1000 personnes en même temps qui nous regardent. Vraiment, merci. Mais dites-moi, est-ce que le mondialisme, c'est pas quelque chose aussi dont que l'homme a toujours voulu faire? Je m'explique. On a eu à l'époque les Alexandre le Grand, les Césars, qui ont fait des conquêtes, qui ont voulu conquérir le monde de façon militaire. Est-ce que là, nous n'avons pas les arrière petits-enfants qui cherchent à conquérir le monde, peut-être d'une façon plus 21e siècle, c'est-à-dire sans les armes? Alors tout à fait. Alors ça, vous avez raison en fait, surtout avec des précisions que je vais apporter, c'est qu'eux, ils ont trouvé une manière beaucoup plus intelligente de faire la guerre. Et ça, j'en parle beaucoup, notamment dans mon dernier livre, de l'ingénierie sociale, c'est-à-dire ils ont compris que c'était plus facile d'amener les gens aussi bien à se détruire eux-mêmes qu'à se soumettre eux-mêmes. Et c'est ça qui est diabolique avec le mondialisme, et je vais expliquer pourquoi c'est diabolique, c'est qu'ils ont appris aux gens à aimer leur servitude. Ils ont appris aux prisonniers à aimer les gardiens de prison. C'est ça qui est extraordinaire. Et les gens se précipitent dans le mondialisme. Par exemple, aujourd'hui, vous avez des gens, quand vous défendez, par exemple, la préférence nationale de dire qu'il faudrait mieux que les Français aient du travail que de donner du travail aux Chinois ou aux Indiens, même si les Chinois et les Indiens sont très respectables par ailleurs. Mais je veux dire, en tant que Français, ça n'a pas de sens. Mais les gens vont dire, oui, mais le libre-échange, c'est super important, etc. Mais pourquoi? Quel est votre intérêt? Et je veux dire, pourquoi? Et par exemple, quand vous avez un Trump qui dit, très bien, vous voulez aller construire des usines au Mexique, eh ben, très bien, vous voulez donner du boulot aux Mexicains, ben moi, je vais vous taxer à 45% tout ce qui est taxé au Mexique, à moins que vous construisiez des usines pour faire bosser les Américains. Ça, c'est la logique anti-mondialiste, mais vous avez plein de gens qui disent, ah, Trump, odieux protectionniste, oh là là, le retour de vous voyez, la fermeture sur soi, on est fermé sur soi, on n'est pas ouvert à l'autre. Et tout ça, les gens qui emploient ces mots-là, ne comprennent pas que ce sont des mots qui leur ont été mis dans la tête par le mondialisme et que ce n'est pas des gens qui se sont levés un matin en disant tiens, j'ai une bonne idée, je vais utiliser ce mot, ça sonne bien. C'est des gens qui ont des armées de psychologues,
de spécialistes du comportement qui ont façonné des discours pour vraiment manipuler le cerveau des gens. C'est la psychologie comportementale, l'économie comportementale. Par exemple, un des premiers mondialistes, c'est Bernays, c'est le neveu de Freud, c'est celui qui invente l'industrie des relations publiques et qui explique la publicité, comment on va manipuler les gens avec ça. C'est extrêmement puissant. Les gens pensent qu'ils sont capables d'échapper à ça, mais c'est très difficile. C'est des outils extrêmement sophistiqués. C'est-à-dire que, en fait, vous, dans votre théorie, qui est fort juste pour le coup, vous allez à l'encontre de ce que pense, par exemple, M. Philippe Murer, qu'on connaissait aussi, qui dit non, nos élites ne sont pas capables, elles ne sont pas intelligentes. Ce qui se passe actuellement, c'est leur, on va dire, c'est leur bêtise. Pour vous, en fait, ce qui se passe actuellement, c'est un plan. C'est un plan qui est déjà tracé depuis X temps et sur lesquels ils continuent à agir. Oui, mais alors j'ai eu cette discussion avec Philippe Murer. Moi, ce que je dis, c'est ce qu'on a dit il y a quelques instants, c'est que les gens qui sont les membres du gouvernement, oui, eux, ils n'ont pas le niveau, clairement. Eux, ils font ce qu'on leur dit de faire. Mais les gens qui sont dangereux, c'est les gens qui sont derrière et qui font des fiches et qui leur disent tu vas dire ça. Et qui, eux, travaillent à ce projet-là. C'est ces grandes dynasties dont je vous ai parlé, qui travaillent depuis très longtemps à ce projet. Et ça, je veux dire, c'est là où il y a quand même un déficit de travail dans le camp patriote français, c'est que ce boulot-là, c'est des choses qui sont établies. Je veux dire, la société fabienne, on peut le faire. Les grands think tanks, voir faire creuser les données, voir qui sont derrière Bilderberg, qui sont le CFR, les Young Leaders, toutes ces choses-là, tous ces réseaux, toutes ces créations de réseaux, ça, c'est des choses qui sont réelles. Il y a un entretien, il y a 2 entretiens que je cite souvent. Il y a quelqu'un qui s'appelle Pierre de Villemarais, qui est un ancien des services secrets français, qui dit qu'ils espionnaient avec des collègues suisses. Ils ont mis un micro à Davos dans les années 70 et ils parlaient déjà de ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui. Et en plus, ils en parlaient dans les années 70 avec la complicité de soviétiques. C'est-à-dire, alors qu'on était censé être en pleine guerre froide, il y avait des mondialistes soviétiques qui venaient à Davos et qui préparaient ce qu'ils allaient faire dans les années 90-2000. Donc, vous voyez, c'est des gens qui ont plusieurs coups d'avance. Il y a Philippe de Villiers. C'est-à-dire que, par exemple, je vais prendre le dernier exemple en date. C'est la crise de l'énergie, c'est-à-dire l'énergie qui est multipliée par 10, 15 et 20. Est-ce que ça, et ça, moi, j'ai pas la réponse à ça. Est-ce que cette crise de l'énergie, c'est quelque chose qu'ils ont laissé filer parce qu'ils ne l'ont pas vu venir, ou est-ce que cette crise de l'énergie, elle fait partie du plan, peut-être pour après s'accaparer les commerces, on va dire, je sais pas moi, des uns et des autres? Alors ça, c'est une très bonne question. Là, je répondrai pas, j'ai pas assez d'éléments pour répondre de façon satisfaisante à ça. Il y a 2 possibilités, mais avant de répondre à cette question sur l'énergie, on pourra y revenir. Il faudrait qu'on parle avant de justement la guerre contre le mondialisme, parce que cette crise de l'énergie, elle peut s'inscrire dans cette guerre contre le mondialisme, et j'ai pas envie qu'on saute une étape, qu'on parle de ça avant Allez-y. De toute façon, vous avez, on est libre, on est 1258 déjà, voilà. Allez-y. Oui, non, mais alors juste avant de passer à la guerre contre le mondialisme, je voudrais quand même dire ce que vous disiez au début, parce qu'il y a toujours eu des grands conquérants, etc. Et je vais même revenir plus loin, c'est qu'il y a l'histoire de la tour de Babel. La tour de Babel, c'est ça, c'est les hommes qui veulent, encore une fois, défier Dieu, ils veulent créer une espèce de cité où tout le monde sera dedans, et puis en fait, Dieu voit l'arrogance de l'homme, et il renvoie les hommes, chacun avec sa langue, chacun avec son pays, etc. Et ça, on en reviendra quand on parlera de la partie spirituelle. Mais la notion d'empire, la notion de mondialisme, c'est l'idée qu'on a un empire. Et moi, je pense, et c'est la théorie justement de ceux qui combattent le mondialisme, c'est qu'il y a des limites naturelles. Alors, on peut dire la nature, on peut dire Dieu a fait les hommes, il leur a donné des langues, il leur a donné des cultures, il leur a donné un endroit où vivre avec ces langues et ces cultures. Moi, vous savez, c'est ce que dit Jeanne d'Arc. Jeanne d'Arc, on lui dit, alors, si vous êtes française et que Dieu vous aide, Dieu préfère les Français aux Anglais. Et là, Jeanne d'Arc, elle a cette réponse géniale, elle dit, je préfère les Anglais en Angleterre et les Français en France. Enfin, Dieu préfère les Anglais en Angleterre et les Français en France. Donc, c'est l'idée qu'il y a un espace qui est pour chacun et que vouloir dominer tout, c'est antinaturel. Donc ça, c'est pour ça qu'on verra la dimension spirituelle et du mondialisme, c'est qu'il rejette cet ordre naturel et il veut créer un ordre artificiel. C'est pas la nature de l'homme de vouloir dominer, vouloir aller sur un territoire et de s'accaparer un territoire. Oui, mais alors il y a toujours cette notion qui n'est pas spécialement une notion chrétienne parce qu'elle était déjà chez les Grecs, c'est la notion d'hubris et de démesure. C'est-à-dire qu'il faut être à la mesure de ses forces
Et par exemple, on peut dire faire la France, par exemple, la France qui au départ est juste l'île de France, hein, qui est le domaine des rois de France, ajouter le Pays Basque, ajouter la Bretagne, ajouter la Lorraine, ajouter l'Alsace, c'est des conquêtes. Mais à la fin, on a un espèce d'ensemble qui est la France. Par contre, quand Napoléon veut faire la France et veut la faire aller jusqu'à Moscou, jusqu'en Pologne, là, on peut peut-être, enfin, en tout cas, moi, je considère que c'est un peu délirant. Mais ça, c'est une vraie séparation, c'est-à-dire l'idée nationale contre l'idée d'empire, c'est une des lignes de fracture politique qui existent dans les sociétés humaines. Alors, vous aviez un argument sur Philippe de Villiers, donc je vous laisse et je vous ai oui, coupé, c'est vrai, malheureusement. ça. Oui, on part dans des. Oui, non, mais Philippe de Villiers, c'était le même exemple que Philippe de Villemarais. C'est Philippe de Villiers, quand il est député européen, il va il se retrouve au Parlement, je sais plus, je crois que c'est à Strasbourg, et il dit voilà, j'étais à la réunion de la commission trilatérale, c'était des gens de la commission trilatérale, et il disait voilà, l'avenir de l'Europe, c'est le métissage, on va prendre le contrôle de toutes les grandes entreprises, à la fin, il y aura que des entreprises qui seront contrôlées par nous, etc. Donc en fait, les gens qui disent que le mondialisme n'existe pas, que c'est un complot, que il n'y a pas de plan, etc. C'est juste factuellement faux. C'est des choses qui sont établies par les témoignages, par l'histoire, par l'étude du mondialisme. Il y a tous ces éléments. Voilà, je vais terminer cette mais justement, on dirait que sur le mondialisme, il y a quand même une forme de déni. Parce que lorsque l'on en parle avec des gens qui peut-être ne s'informent pas assez, ils vous regardent avec des gros yeux ronds et vous disent mais de quoi parlez-vous? Donc j'ai l'impression qu'il y a cette forme de déni auprès du grand public. Oui, mais alors il y a un déni, bien sûr, et moi je me bats contre ça et j'ai souvent des discussions avec sur ce point-là. Il y a un déni, mais c'est comme, je veux dire, ça peut être c'est pour le sujet de l'énergie. Moi j'ai eu une discussion avec quelqu'un, par exemple, sur le grand remplacement, qui dénonce le grand remplacement, mais qui dit non, le grand remplacement ne procède pas d'un plan. Mais c'est écrit noir sur blanc, ils l'ont écrit, ils l'ont dit, ils l'ont répété que l'avenir de l'Europe c'était le métissage, etc. Donc je veux dire, ils l'ont dit. Et ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a un déni, donc déjà qui est propre aux élites, parce que moi je discute beaucoup avec des gens, je vis en province, les gens sur le terrain, le français qui bosse, il comprend qu'il y a quelque chose, qui se joue quelque chose, il sait peut-être pas le dire précisément, mais il sent qu'il y a un truc, qu'il y a une volonté. Mais par contre, les élites le refusent. Les élites refusent de le voir, et ça pose un problème, parce que ça devrait être les élites qui devraient combattre le mondialisme. Et aujourd'hui, les élites sont dans le refus. Les élites patriotes, notamment, refusent de le reconnaître, sauf certaines. Et ça fait une deuxième. Lesquelles refusent de le reconnaître, par exemple? Non, mais par exemple. Pour les débusquer, il faut dire qui ils sont. Hein. Non, mais moi, c'est simple, c'est tous les gens qui ne parlent pas du mondialisme. C'est-à-dire tous les gens qui vous parlent d'autre chose que du mondialisme. Par exemple, Monsieur Zemmour ne parle pas de mondialisme. Par exemple, oui, et Monsieur Zemmour, il vous parle pas. Par exemple, c'est ce que j'ai dit, c'est les gens qui vous parlent pas du mondialisme en tant que politique, c'est-à-dire des réseaux qui sont derrière les politiques et les partis. C'est les gens qui vous parlent pas de la partie économique, c'est-à-dire du contrôle de la monnaie par les banques centrales et la mise, l'accaparement et la concentration des richesses entre quelques mains. C'est les gens qui vous parlent pas de la dimension militaire, c'est-à-dire des services de renseignement, de l'OTAN, de tout ce qui touche justement au réseau pédocriminel, etc. Et c'est les gens qui vous parlent pas de la dimension spirituelle de ce combat-là. Voilà, c'est simple. Là, vous avez donné la définition de Reconquête et de M. Zemmour. M. Zemmour n'a pas voulu parler de la crise sanitaire, il n'a pas voulu parler de la pédocriminalité, il a refusé auprès de M. Karl Zéro. Il est financé par des banques et des gens très puissants. Il est peut-être un agent aussi du mondialisme. Est-ce qu'il y a des faux-nez, voilà, sans parler de lui? Alors là, vous allez me. Oui, moi, je vais pas citer des gens et j'ai écrit un essai qui sera dans mon prochain livre. C'est moi qui le cite, voilà, je le cite. Qui s'appelle De l'opposition contrôlée, parce que ça, en effet, alors là, on prend encore un peu les choses dans l'autre sens, c'est qu'on n'a toujours pas parlé de qui se bat contre le mondialisme, mais en tout cas, il y a une chose qui est sûre. Mais on va en parler, on est là pour au moins 2 heures, ne vous inquiétez pas. Oui, donc le mondialisme, il a une capacité extraordinaire à garder le pouvoir. C'est ce que j'ai dit, c'est que l'important, c'est qu'il ait des marionnettes qui l'agitent. Et par exemple, il y a un travail que je cite souvent, qui est le travail de l'historien Anthony Sutton. Hein, ces livres ont été traduits en français, c'est des très très bons livres, qui prouvent que vous avez un financement du bolchevisme, c'est-à-dire de Trotsky, des Rouges qui font la révolution d'octobre, par les mêmes banquiers de Wall Street que le nazisme. Donc après, vous avez le nazisme qui se bat contre le communisme, mais en fait, c'est un conflit dont, en fait,
ceux qui sont derrière, ce sont les mêmes. Et moi, là, je connais moins bien, mais j'ai commencé à faire un peu des recherches sur ce sujet. On voit qu'on a la même logique en Chine avec la Chine communiste. Donc, des gens qui sont présents à Shanghai et qui commencent à financer le Parti communiste chinois, je crois que c'est 1921, la date de sa création, dès l'origine. Donc, en fait, le mondialisme, il cherche, là, ce qu'il faut comprendre, c'est que le mondialisme, il cherche à gagner le pouvoir, à garder le pouvoir, et il crée différents pantins. Et l'exemple que je prends, c'est qu'il a des troupes de choc. Et les troupes de choc du mondialisme, c'est simple. Vous avez les troupes de choc d'extrême gauche, ça c'est les antifas qui sont financés par Soros, donc les rebelles, hein, ceux qui pensent lutter contre le fascisme, mais en fait qui soutiennent des gens qui sont le vrai fascisme en réalité. Vous avez la branche islam, ça c'est l'État islamique et les frères musulmans, qui sont la branche islamique du mondialisme. Vous avez la branche nationaliste nazi, c'est les Ukrainiens, c'est le UN, notamment de Bandera, et tout le nationalisme ukrainien ukro-nazi. Donc ça, c'est c'est cette branche-là. Et vous avez même une branche, je me suis un peu intéressé au sujet, la branche catholique. Enfin, il met différents segments. La branche catholique. Est-ce qu'on a identifié le groupe? Alors c'est plus diffus. Il y a des différentes organisations. C'est plus c'est un peu, mais il l'a infiltré. Le Vatican a été infiltré également par le mondialisme. Alors on le voit avec le pape François qui. Oui, mais lui le rend agent du mondialisme. Lui, bien sûr, oui, ça je l'ai dit. Toujours ce principe d'infiltration. Je veux dire, le mondialisme est présent dans toutes les institutions. Et l'important pour lui, c'est de garder le pouvoir et d'organiser des faux conflits. C'est-à-dire, en fait, il crée des conflits et en fait, peu importe qui gagne, lui, il gagne toujours. C'est le principe. Est-ce que, par exemple, Ukraine-Russie peut être mis comme étant un faux conflit? Alors ça, ce sont des choses qu'ils disent. On a dit la même chose avec Trump, notamment, de dire que Trump n'était pas un vrai, en fait, était un agent du système. Alors moi, je suis pas arrivé à cette conclusion pour avoir étudié justement ce sujet. Là, c'est très bien parce que ça fait la transition sur la guerre contre le mondialisme, parce qu'il y a des gens qui refusent le diktat mondialiste. Et par exemple, on parlait du dollar tout en début de cette émission. Par exemple, le dollar, les mondialistes américains ont essayé de créer une banque centrale 2 fois. 2 fois, ils ont échoué. Et la 3e fois, ils ont réussi, c'est la Fed. Et en fait, il y a notamment un président qui s'appelle Andrew Jackson qui a combattu la création de la réserve fédérale. Et lui, c'est 1835, hein, vous voyez. Donc, on remonte. Et il a écrit même, il était tellement fier d'avoir fait ça qu'il a écrit sur sa tombe « I killed the bank ». J'ai tué la banque. Parce que c'était pour lui le combat de son… Donc, vous voyez, dès 1835, il y a des gens qui se battent contre le mondialisme. Et après, alors on remonte dans l'histoire, il y en a d'autres. Hein. Il y a notamment Kennedy, par exemple, Kennedy qui a voulu détruire la CIA. Et il a dit, il y a un speech, il y a un discours, il dit « Je vais fracasser la CIA en 1 millier de morceaux ». Et il dit ça, et quelques temps après, il se fait assassiner. Donc, il y a ça. Et alors… il y a aussi, avant Kennedy, parce que là, je suis passé du 19e tout de suite à 1960, il y a un élément important qui est moins connu, c'est le conflit entre Staline et Trotsky, qui est intéressant, et je le cite pas juste pour faire de l'histoire, c'est parce qu'il y a des résonances, par exemple, avec la Chine actuelle. C'est-à-dire que Trotsky, c'est un agent du mondialiste, hein, Sutton le montre très bien, il va à New York, il a son passeport qui lui est donné par Woodrow Wilson, qui lui permet de rentrer. Voilà, exactement. Donc, il revient faire la révolution d'octobre, financé par des fonds de Wall Street. Et en fait, donc, il se retrouve en opposition avec Staline, parce que Trotsky, lui, c'est un mondialiste, donc il veut utiliser la Russie pour la mettre au service de ce gouvernement mondial. Et Staline est un communiste, il croit vraiment au communisme, mais c'est un communiste nationaliste. C'est-à-dire que lui, c'est l'intérêt de la Russie. Alors aujourd'hui, c'est la Russie au sens large. Hein. C'est pas la Fédération de Russie, c'est la Russie soviétique. Mais en tout cas, lui, il défend cette idée-là. Donc, il y a un conflit qui oppose Trotsky et Staline. Et finalement, c'est Staline qui gagne. Il dégage Trotsky et il finit par l'éliminer. Et donc, à partir de là, la Russie, en fait, est opposée aux mondialistes. C'est-à-dire qu'elle est dans ce jeu. Et tout le jeu de la Seconde Guerre mondiale, c'est en fait un jeu entre les mondialistes américains qui essayent de prendre position en Europe, et qui y arrivent d'ailleurs, et la Russie qui essaye un peu de résister et qui crée son propre bloc pour résister autant que possible à ça. Mais alors, je vais dire une chose, parce que les gens vont dire, ça y est, il fait la défense de Staline, etc. Moi, c'est pas ça qu'il faut comprendre, c'est qu'il faut comprendre qu'on peut comprendre cette logique sans pour autant soutenir, c'est-à-dire le rapport de force.
Et ce qu'il faut comprendre, c'est que même là, on va en parler des gens qui sont dans la coalition mondialiste, ils défendent les intérêts de leurs États. C'est-à-dire que c'est pas tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil, on est tous copains et on gratte la guitare ensemble autour du feu, quoi. Mais on se débarrasse du mondialisme en tant que force sur l'échiquier. Alors, j'ai une question d'auditeur, parce que nous sommes plus de 1600 personnes, c'est énorme, vraiment. Donc, je pose la question Fido Dido. Est-ce que Stanislas Berton a des questions sur ce fameux dîner d'Andrew et les banquiers où ça s'est terminé en coup de couteau entre eux? Non, alors il y a deux, il a fait un mix entre deux choses, c'est-à-dire Andrew Jackson, peut-être qu'il parle d'Andrew Jackson qui a essayé, qui a empêché la création de la Fed. Donc lui, il a gagné sa bataille. Après, il y a cette fameuse réunion en 1913 à Jekyll Island où la création de la Fed a été décidée. Et ça, non, ils ont été très bons copains entre eux. Ils ont créé la Fed et c'est eux qui contrôlent le dollar. Et alors après, est-ce qu'il y a eu des coups entre eux? Ça, j'en sais rien. Mais en tout cas, la Fed a été créée, elle a été dirigée par ces grandes familles. Voilà, donc ça, c'est ce point-là. Et donc, voilà. Alors, Il y a une autre question. dans le combat contre le mondialisme, est-ce qu'on a des pays qui résistent à ce mondialisme? Oui, alors tout à fait, bah, je viens de l'évoquer, c'est bien, ça fait la transition. Il y a la Russie. La Russie, alors ce qui est intéressant, c'est qu'il y a, on va dire, la Russie de Staline a réussi à résister. Après, quand Staline est mort, on est passé à Khrouchtchev, alors je prends des grosses pincettes, mais il semblerait qu'il a été plutôt un agent mondialiste. Après, il y a eu donc jusqu'à Brejnev, etc., la chute du mur. Et en fait, là, il y a toute la décennie Helsinki où là, le mondialisme prend le contrôle de la Russie, c'est-à-dire la fameuse décennie maudite des années 90. La Russie qui avait résisté pendant tous ces siècles au mondialisme, sauf avec la révolution bolchevique, là, succombe. Et là, en fait, le retour de Poutine, quand Poutine arrive au pouvoir, Vladimir Poutine, je dirais, c'est une reprise en main de la Russie par les forces souveraines russes. Donc avec quand même des nuances, parce que tout ça, là, on donne les choses de manière un peu plus tranchée, mais ça se fait pas comme ça d'un seul coup. C'est certains secteurs qui tombent avant d'autres. Par exemple, il y a voilà je veux dire, c'est beaucoup plus complexe que ça. Et là, par exemple, on voit que ce qui s'est passé, par exemple, j'ai donné cet exemple sur la Russie, c'est que on va parler de l'Ukraine, je pense, en 2014. Parce que quand les Russes, enfin les Ukrainiens commencent à attaquer le Donbass, il y a beaucoup de gens en Russie qui disent mais pourquoi la Russie n'intervient pas? Pourquoi elle déclenche pas une opération à ce moment-là pour protéger le Donbass? Mais moi, mon analyse, c'est qu'à ce moment-là, la Russie n'est pas prête. C'est-à-dire qu'elle n'est pas prête financièrement, elle n'est pas prête industriellement, elle n'est pas prête économiquement, même politiquement, elle n'est pas prête à rentrer dans cette confrontation. Et c'est qu'en 2020 que, entre guillemets, les étoiles sont alignées et que là, c'est le moment où on peut en effet riposter. Donc, vous voyez, c'est beaucoup plus complexe que ça et c'est aussi complexe. Il y a un autre pays qui résiste, c'est la Chine. Parce que la Chine, elle joue un rôle assez ambigu. Moi, ma théorie, j'ai écrit tout un essai là-dessus qui s'appelle Le Marathon de 100 ans, à partir des travaux de Michael Pillsbury, qui était le conseiller de Donald Trump sur les questions chinoises, qui a écrit un excellent livre sur ça, qui dit en fait que la Chine, elle a utilisé le mondialisme jusqu'au moment où ça servait plus ses intérêts. C'est-à-dire, elle a utilisé le mondialisme à partir des années 70 pour venir faire des affaires en Chine, pour développer la Chine, industrialiser la Chine, en faire l'atelier du monde. Et en fait, à partir du moment où elle a commencé à atteindre ses objectifs, elle s'est rendue compte, elle a conscience que le mondialisme est destructeur, et là, elle dit stop. Et là, ce qui est intéressant, c'est qu'au moment où elle dit stop, l'opinion publique mondialiste se retourne contre la Chine. Et il y a notamment George Soros qui dit Xi Jinping est l'ennemi numéro 1 des sociétés ouvertes. Et pourquoi il dit ça? Parce qu'il y a des mesures en Chine, il y a des purges qui commencent, c'est-à-dire que l'appareil chinois commence à être purgé, l'appareil d'État à être purgé du mondialisme, il y a des restrictions sociales, on commence à éviter la propagande auprès de la jeunesse, et là, tout d'un coup, le vent tourne contre Xi Jinping. Donc, et ça, donc il y a la Russie, la Chine, et il y a une partie, il faudrait quand même que je les cite parce qu'ils sont importants, c'est toute la frange patriote américaine. Parce qu'aux États-Unis, il y a bien sûr le progressisme à outrance complètement délirant, notamment dans les côte ouest, côte est, mais le cœur des États-Unis qui a voté pour Donald Trump, ça, c'est l'Amérique patriote avec des généraux patriotes, de l'armée patriote, il y a encore des patriotes. Est-ce que ça signifie, parce que vous avez cité 2 pays et demi, on va dire, est-ce que ça signifie que, par exemple, la France
n'a pas de résistance au mondialisme. Nous n'avons pas de représentants contre le mondialisme. Alors la France, je pense qu'en France, il y a des groupes de résistants qui existent, hein, on est bien placé pour le savoir, mais il n'y a pas, ou alors s'ils existent, ils sont extrêmement discrets et ils sont assez petits. Parce que il faut comprendre que la France, elle est occupée depuis le mondialisme, depuis la Révolution française. Moi, je l'interprète comme ça. Ma grille de lecture est suite à mes travaux, hein, c'est pas juste mon idée comme ça. C'est je suis arrivé à la conclusion que la Révolution française est un coup d'État proto-mondialiste qui est organisé notamment d'Angleterre et qui vise à implanter le mondialisme en France. Et en fait, c'est une révolution de couleur, une révolution colorée. Et ce qu'on fait à Louis XVI, c'est la même chose qu'on fait à De Gaulle en 68, c'est la même chose qu'on fait à Kadhafi en 2011 ou en 2012, c'est la même chose qu'on fait à Euromaïdan en Ukraine, c'est la même chose que les printemps arabes. C'est la révolution de couleur. Ce que vous voulez dire, en fait, c'est que en gros, la France est un des premiers pays qui est tombé sous le joug des mondialistes. Oui, le premier étant l'Angleterre. On peut considérer que c'est dès Cromwell. Et d'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est que le mondialisme, il y a un symbole qui ne rate jamais, c'est la création de la Banque centrale. Quand le pays tombe, il y a automatiquement quelques années après la Banque centrale qui est créée. Comme la Donc, France, pour le coup, parce que la Banque centrale française a été créée sous Napoléon, elle a été oui, privée aussi. exactement, en 1804, exactement, 1804. La Banque d'Angleterre, c'est la première banque centrale mondiale, c'est la Bank of England, qui est 1694. Et ce qui est rigolo d'ailleurs, c'est que les noms sont trompeurs. Parce que quand on vous dit la Bank of England, les gens croient que ça appartient à l'Angleterre, au peuple anglais. Alors qu'en fait, c'est une banque privée. La Banque de France, c'est pareil, elle sera nationalisée par la suite, mais quand elle est créée, elle s'appelle la Banque de France, mais elle appartient à des personnes privées. Les gens croient, et ça, c'est toujours le piège. C'est toujours le truc des mondialistes, c'est qu'ils vous roulent avec les mots, avec les mots. Voilà. Est-ce que le mondialisme, en réalité, c'est la religion des réformés, c'est-à-dire des protestants, contre, on va dire, le catholicisme romain, c'est-à-dire la réforme contre, contre la culture ancienne. Ah bah, y a clairement cet aspect-là. Alors là, on rentre dans la dimension spirituelle du mondialisme. Je dirais qu'il y a un aspect. Alors, en effet, historiquement, il y a un lien entre le développement du protestantisme et notamment son rapport à l'argent, au commerce, au système bancaire, etc. Et d'ailleurs, il y a déjà en fait, le foyer du mondialisme. Il y a notamment Pierre Hillard qui a beaucoup écrit là-dessus. C'est la Hollande, notamment Amsterdam. Amsterdam qui est toujours présenté comme le foyer de la tolérance, du progressisme au milieu d'une Europe catholique, absolutiste, etc. Et donc après, ces gens qui vont faire du commerce et du business en Hollande vont après aller en Angleterre, et l'Angleterre, ils vont utiliser la puissance de l'Angleterre et ils vont développer son empire, et ça va être un espèce de levier pour développer ça à l'échelle de la planète. Donc ça, c'est assez intéressant. Mais après, oui, il y a cette dimension-là, et je dirais même, il y a plus loin, en fait, il y a quelque chose de foncièrement satanique dans le mondialisme. Et pourquoi j'emploie ce terme? C'est pas un terme excessif, c'est que l'idée de Satan, c'est la transgression de l'ordre naturel. Et en fait, dans le mondialisme, on est dans la transgression permanente. Et tout ce qu'on voit aujourd'hui, cette idée d'avoir un empire de ce gouvernement mondial, cette idée de transhumanisme, d'avoir un homme augmenté, cette idée on voit les délires transgenres, on nie les différences entre les hommes et les femmes. On va dire les hommes peuvent être enceintes et les femmes peuvent faire des enfants dans des utérus artificiels. On voit qu'il n'y a plus de frontières. Les frontières, ça n'existe pas. Les cultures, ça n'existe pas. Ça, c'est ce que dit Emmanuel Macron. Il n'y a pas de culture française, il y a des cultures en France. Donc, il nie la culture française. Donc, on nie tout ça. Et en fait, ça, c'est vraiment Satan. C'est-à-dire que Satan, c'est le rebelle. C'est celui qui transgresse l'ordre naturel de Dieu. Et ça, c'est le projet mondialiste. C'est-à-dire, on va tout transgresser. Et je vais même aller plus loin, c'est l'inversion du récit de la Genèse. Parce que dans la Genèse, Satan fait chuter l'homme en lui disant tu vas pouvoir être comme Dieu si tu goûtes le fruit de la connaissance, si tu goûtes, on dit, la pomme de la connaissance. Et donc, en fait, ce que disent les mondialistes, mais c'est en fait, le diable, il a raison. En fait, on a bien fait de goûter le fruit de la connaissance parce qu'on peut devenir comme des dieux. C'est ça qu'il dit. Et il dit, vous allez trouver le jardin d'Éden sur terre en devenant comme des dieux, en goûtant le fruit de la connaissance. Donc, c'est vraiment l'inversion du récit biblique. Mais justement, est-ce que le but final des mondialistes, je vais aller loin dans ma question, mais c'est peut-être provocateur, mais il faut, je pense, en parler, c'est dépasser Dieu pour posséder peut-être la vie éternelle?
Ah, mais alors moi, je vais même aller plus loin que vous. Vous voyez, on va monter. Voilà. C'est que je On va aller pense que, très loin ce soir. je pense que On est le sans réel filtre. projet, Voilà. le réel projet du mondialisme, c'est de faire venir l'antéchrist. Et ils le disent eux-mêmes, hein. C'est-à-dire c'est de faire devenir l'antéchrist. Et c'est pour ça qu'il faut comprendre que le mondialisme, c'est un messianisme. Alors je fais une petite parenthèse un peu technique, c'est que comme ils ne reconnaissent pas le Christ comme Messie, c'est-à-dire pour les chrétiens, pour l'Occident chrétien, le Messie est arrivé, on a été sauvé par le Christ. Le Christ a racheté nos péchés, il est mort sur la croix, le Messie est annoncé par l'Ancien Testament est arrivé. Eux, les mondialistes, ils ne croient pas à ça, ils croient à la venue de l'Antéchrist. Et ce qui est intéressant, et ça, il y a tout un aspect, il faut lire René Girard, on n'aura pas le temps de développer, il faut lire Sylvain Durin, mon ami Sylvain, qui écrit magnifiquement sur ça, c'est qu'il y a un rapport avec le sacrifice. Pour faire venir votre Dieu et pour plaire à votre Dieu, il faut faire des sacrifices. Et ça, les sacrifices, plus on en fait dans la pensée mondialiste, plus on en fait, plus on va faire venir le Messie qui est l'Antéchrist. Plus on va, alors il y a tout un truc avec le tikkun olam, la réparation du monde, on va réparer le monde en faisant des sacrifices. Et donc on comprend toutes les crises qu'on vit aujourd'hui, ça c'est une très bonne grille de lecture si vous voulez comprendre ce qui se passe, c'est la logique sacrificielle. Et là on est en plein dedans hein, avec l'affaire Lola malheureusement. On est dans le retour de la logique sacrificielle. Et ça c'est un point que je dis, même si vous n'êtes pas chrétien, c'est un point objectif qui a été démontré notamment par Girard, par Monseigneur Gaume, c'est que toute société qui se déchristianise retourne au sacrifice humain. Toujours. Toujours. Et le christianisme a apporté ça, a permis de combattre le sacrifice humain. Justement, vous avez ouvert une parenthèse sur la petite Lola. Qu'est-ce que vous en pensez de ce meurtre horrible? Est-ce que justement il y a une symbolique derrière tout ce qui s'est passé post-mortem? Alors, moi, ce que je pense, en étant encore là, une fois, assez prudent, je pense que ce qu'on nous dit, le récit qu'on nous en a fait médiatique ne correspond pas du tout à la réalité et que c'est encore une fois de plus un enfumage. Je pense que la personne peut-être même qu'on a désignée comme la coupable n'est peut-être pas réellement la coupable. Mais ça, c'est une intuition, je n'ai pas d'éléments pour le prouver. En revanche, ce que je peux dire, de manière claire, c'est qu'il y a clairement une logique rituelle, et notamment j'ai posté des choses là-dessus, les auditeurs pourront le retrouver sur Twitter, sur les enfants zouris, qui est une pratique sacrificielle que l'on retrouve au Maghreb, notamment en Algérie et au Maroc, et les Marocains et les Algériens, les autorités le dénoncent eux-mêmes. En fait, c'est le sacrifice de certains enfants, notamment blonds à la peau pâle. Donc là, elle, la petite Lola, elle coche toutes les cases. Et en fait, on les égorge, on les vide de leur sang, et le sang permet, en apaisant les djinns, donc les esprits mauvais, de trouver des trésors. Et donc ça, c'est une pratique qui existe au Maghreb. Donc on retrouve toujours cette logique sacrificielle et qui est vraiment satanique. Là, on est dans l'occultisme. Et en plus, comme rien ne doit se perdre, moi j'ai creusé un peu ça cette semaine, je me suis intéressé à ce sujet que je ne connaissais pas, c'est qu'en plus, comme on veut faire du business, il y a des liens avec du trafic d'organes. Et ça semblerait conforter quelque chose de factuel qu'il y a dans l'affaire Lola. La question du trafic d'organes a été mentionnée. Et après, elle a disparu des radars. Il y a un premier article, je crois, du Parisien qui le mentionne. Et quand vous regardez les histoires de Zouris, il y a toujours cette notion de trafic d'organes. Et il paraît que la petite Lola, elle avait déjà des choses marquées sur ses pieds, des trucs marqués au marqueur, etc., comme pour identifier certaines parties du corps. Donc pour vous, ce serait peut-être une organisation criminelle qui a sacrifié la petite Lola plutôt? Bah, en fait, il y a toujours plusieurs choses. C'est-à-dire qu'il y a rarement dans ces histoires-là une cause. C'est-à-dire que ça peut tout à fait être un conflit de personnes qui a dégénéré et qui a fourni un prétexte pour commettre le crime. Et après, le crime, bah, une fois qu'on l'a fait, autant faire du business avec. Donc, on va faire ça. Et c'est ce que je dis toujours. C'est-à-dire les gens qui veulent… Le mondialisme, il essaye de gagner à tous les râteliers. Il y a toujours une dimension de pouvoir. Il y a une dimension économique. C'est tant qu'on va faire le mal, on va prendre le pouvoir, mais on va faire du business. Et il y a toujours cette dimension spirituelle. Et les trois fonctionnent en dynamique, c'est-à-dire ils se nourrissent l'un et l'autre. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est que le spirituel vient justifier la prise de pouvoir, et la prise de pouvoir va donner de l'argent. Et comme on a gagné de l'argent, bah, ça prouve que nos croyances spirituelles sont bonnes, puisqu'on a ce qu'on veut. Et c'est ça qui est terrible aussi avec le diable, c'est que quand vous faites un pacte avec le diable, il vous donne. Le diable, vous savez ce que vous allez avoir. C'est-à-dire, on vous dit, vous devez sacrifier un enfant et tu auras le pouvoir, tu auras le succès. Bah, ok, je le fais parce que je veux être au top. Voilà, et ça, c'est le truc. C'est les gens qui sont prêts à vendre leur âme au diable. Donc, moi, ce que je pense, en tout cas, pour revenir à l'affaire Lola, c'est que derrière ça, il y a un réseau. Et j'ai un peu travaillé justement sur ces réseaux pédocriminels, les questions d'abus rituels, sataniques, etc. J'ai lu pas mal de choses sur le sujet, et recueilli des témoignages, etc. Et vous voyez que à chaque fois qu'on vous présente ces loups solitaires,
on vous parle de Fourniret, on vous parle de Dutroux, on vous parle de Lelandais, derrière, il y a toujours des réseaux. Et c'est toujours pareil, c'est comme avec les politiques, on vous montre l'homme de paille, le mec qui tombe, mais derrière, le réseau, il tombe pas. Le réseau, il est protégé. C'est le vrai réseau qu'il y a derrière, celui-là, on ne touche pas. Et donc là, j'ai l'impression que dans l'affaire Lola, c'est exactement la même chose. On a désigné un bouc émissaire. C'est elle qu'on va jeter en pâture à l'opinion publique. Elle est peut-être coupable, hein, ça, j'en sais rien. Mais peut-être que c'est vraiment elle la coupable. Mais j'ai l'impression que derrière ce réseau, et notamment peut-être ce réseau de trafic, en fait, on ne va jamais y toucher, il ne sera pas mentionné et on va endormir l'opinion publique. On sent quand même que la pédocriminalité, et ça permet de faire cette transition, c'est quand même un des moyens du mondialisme je ne vais pas utiliser des mots un peu crus, mais on va dire que c'est une arme du mondialisme sur le petit peuple. Alors, pas que sur le petit peuple, le petit peuple en est la victime, mais c'est un moyen de tenir les gens du mondialisme. Parce que vous savez, c'est comme la mafia. En fait, le mondialisme, pour le comprendre, c'est une mafia. Et quand vous rentrez dans la mafia, tout le monde a vu par exemple les films de Scorsese, on vous dit la première mission qu'on te donne avant que tu rentres dans la famille, c'est d'aller tuer quelqu'un. Pourquoi on te fait faire ça, pardon? C'est parce qu'on prouve, par là, tu prouves ta loyauté, tu fais un acte, tu peux plus revenir en arrière, et comme tout le monde est au courant, tout le monde te tient. Et en fait, le mondialisme, c'est pareil. Et par exemple, il y a eu le cas de l'affaire Epstein. L'affaire Epstein, on dit c'est une histoire de mœurs. Alors déjà, on oublie de dire que ça implique tous les puissants de ce monde, hein, parce qu'il faut voir qui a été dans l'île d'Epstein, dans son avion privé, son jet privé. On a la liste des gens qui ont été dans son jet privé, le Lolita Express, en plus le nom, qui était surnommé comme ça. Il y a Bill Clinton, il y a Bill Gates, il y a tout le gratin politique, économique, showbiz, etc., qui a été sur cette île. Avec en plus un temple. On se demande ce qui se passait dans ce temple. Hein. Enfin, les gens peuvent trouver la photo sur Internet, sur l'île de. Vous regardez Temple île Epstein, vous verrez, vous tirez vos conclusions. Donc, on sait qu'ils allaient là, mais on sait que c'est du chantage. C'est-à-dire, comment ça se passe, et même à l'échelle locale, je vais même vous dire, c'est pas juste les grands de ce monde, ça peut être à l'échelle de la région, du département. On vous met dans une soirée, on vous donne un peu de coke, un peu de trucs, vous êtes un peu excité, etc. On vous met dans une pièce avec une fille. Et puis, donc voilà, vous faites ce que vous faites. Et puis quand vous ressortez, on vous dit, ah bah oui, mais on t'a pas dit, la fille, elle avait 15 ans et on t'a filmé. Et ben maintenant, le gars, il est tenu. Voilà. Et après, vous en faites ce que vous voulez. Et donc après, il devient député, il devient président du Conseil général, il devient président de la Cour d'appel ou je sais pas quoi. Et le gars, il est tenu. Et vous savez, à chaque fois qu'il commence un petit peu à se révolter, on lui dit, ah, tu te rappelles la vidéo qu'on a de toi? Eh ben, t'as pas envie qu'elle sorte. Et ben voilà, donc tu fais ce qu'on te dit de faire. Et ça, c'est des techniques de base. Et toute l'affaire Epstein, c'est ça. L'affaire Epstein, c'est un réseau. Et il faut rappeler quand même, parce que Epstein, c'est pareil. Epstein, il est mis en avant. Le vrai pouvoir derrière, c'est Maxwell. C'est Ghislaine Maxwell, qui est d'une grande famille. Justement, on parlait de ces dynasties. C'est la famille Maxwell. Et c'est surtout son père, Robert Maxwell, qui est mort dans des circonstances d'ailleurs assez troubles. On sait que lui, c'était un agent des services secrets israéliens. Donc, il semblerait quand même que tout le réseau Epstein soit en fait un réseau de chantage pour faire chanter les grands de ce monde au profit notamment des services israéliens, mais aussi du mondialisme, parce qu'il y a des liens avec Wall Street, etc. Donc en fait, c'est un moyen, la pédocriminalité, c'est toujours pareil, c'est-à-dire c'est un outil de pouvoir, c'est un moyen de faire du business, parce que le trafic d'êtres humains, et ça pareil, personne n'en parle, le trafic d'êtres humains, c'est hyper rentable. C'est des sommes absolument colossales quand vous vous intéressez à ça. Et c'est pas que dans les pays occidentaux, c'est aux pays pauvres. Il y a des choses à dire sur Haïti, par exemple. Je n'ai pas le temps d'évoquer ça, mais si vous vous intéressez au sujet, regardez Fondation Clinton, Haïti. Regardez ce qui s'est passé avec la Fondation Clinton en Haïti. Et d'ailleurs, Donald Trump fait un speech là-dessus. C'est quelques jours avant l'élection. Il est dans un repas à New York et il dit, tout le monde sait ce que Hillary, qui est là, hein, elle est présente dans la salle, on sait que Hillary, ce qu'elle a fait dans les villages à Haïti. Et là, vous avez tous les mecs qui deviennent blancs, quoi. Et lui, il reste et il les regarde et il les défie. C'est incroyable, cette séquence. Mais mine de rien, on sent en vous écoutant que quand même le mondialisme se protège aussi en tuant les siens. On a parlé d'Einstein. Madame Maxwell, bon, elle n'est pas morte, mais ça peut être compliqué pour elle à l'avenir. En plus, elle a été condamnée en prison. D'ailleurs, nous n'avons toujours pas les images de l'affaire, du procès Madame Maxwell. On sent quand même que derrière, c'est un peu le parrain. C'est-à-dire, on a à la fin du film des meurtres dans le parrain. On liquide en gros une partie de la famille. Et ben là, c'est pareil dans le mondialisme.
Oui, oui, exactement, exactement. Mais c'est cette logique vraiment mafieuse et c'est très dangereux. Bon, quand vous regardez les morts, je veux dire, il y a même des mèmes, enfin, les gens les crimes qui sont attribués au clan Clinton, comme au clan Biden d'ailleurs, c'est devenu presque un mème sur Internet, hein. Il y a des mèmes à chaque fois qui sont sur ça et c'est assez frappant. Il y a quelqu'un qui est pas très connu en France qui s'appelait Seth Rich, qui travaillait au Parti démocrate et on soupçonne qu'il a fait fuiter certaines informations. Alors, je vais peut-être dire une bêtise, hein, mais c'est peut-être lui qui est à l'origine de la fuite, vous savez, de Wikileaks, des mails de Wikileaks. Pareil, il est assassiné. Les gens qui l'ont assassiné sont assassinés. Enfin voilà, il y a ça. J'ai donné une info qui est pas très connue en France. Il y avait une spécialiste qui s'appelait Molly McCauley, qui était une spécialiste mondiale de l'économie des satellites, qui dénonce, je crois que c'est en 2016 ou en 2014, la fraude électorale via les satellites. Et ben, elle se fait assassiner chez elle, en bas de chez elle, poignardée, alors qu'elle habite dans un quartier où il n'y a pas eu de crime depuis 30 ans. Enfin, vous voyez, il y a une capacité à faire disparaître les gens qui peuvent être gênants, mais c'est aussi ça la puissance du mondialisme. Mais vous ne croyez pas si bien dire, de toute façon, on revient toujours à cette dimension spirituelle, c'est que de toute façon, Satan vous liquide toujours, c'est-à-dire vous croyez que vous avez fait un bon deal avec lui, mais en fait, Satan veut votre perte au final. Donc, il sert de vous jusqu'à un certain point, mais quand il a plus besoin de vous, il vous liquide. Et je vais dire une chose, parce qu'on parlait tout à l'heure de l'opposition contrôlée. Moi, je voudrais avertir les auditeurs par rapport à ça, parce que je travaille donc sur ce mondialisme depuis un moment, et j'ai l'impression qu'il y a le mondialisme, il a compris qu'il y avait sur certains points, il avait perdu. Et que sa chance de garder le pouvoir, c'est en fait je dirais, de lâcher certains pions pour préserver certaines choses. Et par exemple, il va vous parler de l'immigration, il va vous parler du grand remplacement, il va vous parler le transgenre, ça suffit, l'idéologie LGBT, ça suffit. Il va vous dire ça, il va vous dire la crise sanitaire, Macron corrompu, etc. Mais par contre, voilà, il va pas vous parler du pouvoir mondialiste, il va pas vous parler du contrôle par les banques centrales. Peut-être la question de l'énergie, elle est peut-être liée à ça aussi. Donc en fait, il va lâcher certains sujets, il va lâcher du lest sur certains sujets pour toujours garder le pouvoir. Son objectif, c'est de garder le pouvoir. Donc s'il doit lâcher du lest sur certains sujets pour y revenir dans 10, 20, 30 ans, il le fera. Et ce que je voudrais dire par rapport à ça, parce que je ne l'ai pas dit tout à l'heure, c'est qu'il y a une différence en France, c'est que c'est par rapport aux autres pays. C'est-à-dire, vous allez voir un électeur de Trump, il a compris le mondialisme. Vous allez en Russie, les gens, la majorité des Russes, ils comprennent le mondialisme. Vous allez en Hongrie, les gens qui votent pour Orban, ils ont compris le mondialisme. Le problème, c'est qu'en France, il y a un déficit de culture politique sur le mondialisme qui est entretenu et qui est entretenu en partie par les médias qui sont censés être dissidents ou tous les mouvements, entre guillemets, dissidents. Alors, vous avez dit quelque chose de très intéressant. Le mondialisme sait qu'il a perdu sur certains points. Quels sont ces points? Ah bah, je pense que par exemple sur ce qui s'est passé avec je dirais par exemple tout ce qui touche à l'immigration de masse et le projet progressiste, voilà, j'ai parlé des transgenres, etc. Ils sentent qu'il y a un rejet de l'opinion publique sur ces sujets et qu'on peut plus continuer. Vous voyez, sur les thèmes de sécurité, là, il y a l'histoire de la petite Lola, il y a tous les faits divers qui s'accumulent. Les gens, là, on en ras-le-bol quand on raconte aux gens que le vivre ensemble, c'est super, qu'il faut ouvrir les frontières, accueillir tous les migrants du monde. Je crois que les gens, même les gens les plus, je veux dire, commencent quand même à se poser des questions. Donc là, je pense qu'ils ont compris que ça, il fallait qu'ils arrêtent. Donc ils ont tordu le truc jusqu'au bout. Ils nous ont fait venir des millions de migrants avec la crise de 2015, avec la Syrie, etc. Là, ils ont compris que les gens, ils ont atteint un seuil de saturation. Donc il va falloir passer à autre chose. Donc ça va être le climat. Par exemple, maintenant, on vous parle du climat. On vous dit mettez votre chauffage à machin. Donc on va à chaque fois ils changent de thème en fait. C'est toujours les mêmes méthodes. C'est pour ça que moi mon travail, ce que j'essaye de faire, c'est de donner aux gens pas de dire tel tel tel. C'est plutôt de dire je vous donne les méthodes, je vous donne la grille de lecture pour comprendre comment fonctionne le mondialisme, parce qu'on ne pourra pas libérer notre pays tant qu'on n'aura pas compris comment ça marche. Mais vous avez dit quelque chose de très intéressant, c'est que en effet, d'ailleurs, je salue les gens parce que nous sommes déjà plus de 2000 personnes en même temps. Voilà, nous avons passé encore un cap au bout d'une heure. Et donc, vous avez dit voilà que le mondialisme lâchait du lait sur des sujets. Et en effet, certains me parlent parfois de M. Hanouna qui invite comment dire, des gens de droite, de gauche, des anti-ceci, d'anti-cela, des pro-ceci, pro-cela, pour montrer une forme de démocratie. Est-ce que justement c'est une méthode de mondialisme, c'est-à-dire que de montrer qu'en fait nous sommes en démocratie parce qu'on peut parler de tel ou tel sujet, mais qu'en réalité tout est au final verrouillé?
même sur ces Alors sujets. ça c'est une bonne question. Moi, je vais pas parler sur un tel ou un tel. Moi, c'est une question que je me pose. C'est-à-dire, il y a deux théories à propos de ça. Il y a une théorie qui est de dire, en effet, c'est de l'opposition contrôlée, c'est le mondialiste qui cherche à garder ses pions. Il y a une autre théorie que je défends aussi dans un de mes essais qui sera dans mon prochain livre, c'est qu'en fait, il y a ce plan pour démanteler le mondialisme, et comme les peuples ont été intoxiqués, c'est-à-dire par la propagande mondialiste, il faut les désintoxiquer en remettant des doses de réalité, mais vous voyez, à dose homéopathique, c'est-à-dire les gens peuvent pas, on peut pas leur donner la vérité tout de suite parce que c'est tellement choquant, ça serait tellement déstabilisant, ça créerait du chaos. Il faut petit à petit leur donner des doses de vérité, à petite goutte par petite goutte. C'est ce que dit Q. Hein. Il faudrait faire une petite parenthèse sur Q d'ailleurs. Justement, c'est ce que dit Q. Q dit la vérité enverrait 99% des gens à l'hôpital, sa révélation doit être progressive. Et je fais une parenthèse sur Q parce que j'ai eu l'occasion de m'exprimer un peu là-dessus et j'ai écrit une grande analyse sur le sujet. C'est un sujet qui n'est pas connu en France ou en tout cas qui est traité un peu n'importe comment. En fait, Q, c'est une opération qui a commencé en octobre 2017. Là, on va arriver à l'anniversaire, au 5e anniversaire. Et en fait, c'est des communications qui sont apparues sur un forum qui s'appelle 4chan. Et en fait, petit à petit, les gens ont commencé à se poser des questions. Et en fait, ça donnait des informations assez pointues sur le mondialisme, sur ses réseaux, sur son lien avec la vie politique américaine. C'est quelque chose d'américain, c'est clairement centré américain, mais ça donnait une vision du mondialisme à l'échelle plutôt globale, ce qui jouait même en géopolitique, etc. Et en fait, donc ça a créé tout un mouvement aux États-Unis qui est plutôt quand même pro-Trump. Et en fait, ce mouvement a été appelé par les médias QAnon, le fameux mouvement QAnon. Mais il faut savoir que quand on parle de QAnon, on emploie le vocabulaire des médias. QAnon, c'est une création médiatique. En fait, il y a la source Q qui donne des informations et chacun peut aller les vérifier. Et d'ailleurs, je précise qu'il y a beaucoup de choses qui ont été attribuées à Q que Q n'a jamais dites. Les gens ont créé une espèce de mythologie autour de ça. Il faut aller lire ce que Q a vraiment dit, ce que la source diffuse réellement. Et moi, j'ai écrit un essai justement sur ça et qu'on peut retrouver dans mon dernier livre. Et en fait, donc Q a donné des infos très précises. Et en fait, ça a permis, dans la guerre de l'information, de réveiller les Américains. Et aujourd'hui, j'avais vu un sondage, je crois qu'il y a 60 millions d'Américains qui reconnaissent que QAnon, enfin que Q, pardon, les a éveillés ou ils lui font confiance à cette source, etc. Alors c'est un sujet qui est vraiment très complexe. Je vais juste dire une chose aux gens qui voudraient lire ça. Moi, je travaille notamment avec la personne qui s'appelle Paul Ferber, avec qui je suis en contact assez régulièrement, qui est la personne qui gérait le forum sur lequel postait le premier Q. Et cette personne me l'a dit, et j'ai d'autres sources qui ont confirmé ça, qu'apparemment, il y a eu un moment où il y a eu une espèce de piratage de Q, et qu'en fait, ce qu'il faut considérer comme les messages originaux, c'est en gros les 400 premiers. C'est-à-dire ce qui va de octobre 2017 à décembre 2017, et il semblerait qu'à partir de décembre 2017, en fait, Q a été piraté par le mondialisme. C'est vraiment cette guerre de l'ombre. Et là, je vous donne une info exclusive, exclusive pour Géopolitique Profonde. L'idée que Q a été piraté avec des sources de première main, c'est vraiment quelque chose. Il y a Linwood qui dit la même chose. C'est vraiment très intéressant, mais lisez vraiment les Q-Drops. Vous pouvez trouver le lien en tapant. Enfin, il y a 4953 communications officielles. Et moi, je vous conseille de lire les 400 premières. Ça vous prend 2 heures si vous parlez bien anglais. C'est vraiment à lire. Et ça m'a donné vraiment des clés parce que j'ai regardé en fait ce que Q disait et j'ai comparé avec ce qui se passait dans l'actualité, avec mes propres recherches. C'est-à-dire j'ai croisé les infos et je me suis dit, mais attendez, c'est vachement intéressant en fait. Il y a un truc hyper important qui est en train de se jouer. Et ce qui est fascinant, c'est que autant dans beaucoup de pays du monde, ça a vraiment aidé justement ce qu'on disait tout à l'heure, à une prise de conscience de la guerre contre le mondialisme, mais en France, pas du tout, très très peu en fait. Si vous allez aux États-Unis, tous les Trumpistes connaissent Q. En France, tous les gens qui sont dans la dissidence patriote disent que Q, c'est du délire, c'est une théorie du complot, alors qu'en plus, il y a très peu de gens qui savent de quoi on parle. Au niveau de Q, il y a aussi les amis de l'Alliance humaine 2020 qui travaillent avec Q, mais à part ça, et à part vous-même, il y en a très peu. Mais est-ce que ça signifie du coup que le mondialisme aussi a ses agents infiltrés pour le coup? Oui, mais en fait, je pense que dans l'affaire de Q, il a compris qu'il y avait une menace. Et en fait, il a essayé, il a joué toujours sur plusieurs tableaux. Il a essayé à la fois de le décrédibiliser et en même temps en essayant de le reprendre. Et par exemple, il y a le rôle du général Flynn.
moi j'ai fait beaucoup d'enquêtes là-dessus, j'ai beaucoup travaillé sur son rôle. En fait, il semblerait qu'il soit de l'opposition contrôlée et qu'en fait, il ait utilisé Q pour se mettre en avant, etc. Et quand vous creusez en fait sur ses réseaux, sur même des messages qu'il envoie, il y a un double discours. Et en fait, il a en fait une allégeance qui semble plutôt liée au mondialisme. Alors encore là, je prends des parenthèses, mais enfin des pincettes, mais il y a quand même des éléments factuels qui amènent question. Il faut vraiment faire une enquête là-dessus. Mais ce que je voudrais dire voilà, sur ça, c'est que Q, il représente pour les États-Unis un élément de cette guerre contre le mondialisme. Et je pense que l'élection de Trump en 2016 a été un événement absolument crucial de cette guerre de l'ombre. Ouais, justement, est-ce que l'élection de Trump a été quelque chose, a été un imprévu dans l'agenda mondialiste? Et ben, alors ça, c'est ce que je pense. Moi, je suis arrivé à cette conclusion. Il y a des gens qui disent que Trump, en fait, est un agent du mondialisme, etc. Factuellement, quand vous regardez ce qui a été fait, moi, je n'arrive pas à arriver à cette conclusion. Et surtout, j'arrive pas à arriver à cette conclusion parce qu'il y avait une certitude que Hillary Clinton devait gagner. Moi, j'ai regardé, les gens étaient convaincus qu'elle avait gagné, et j'en ai reparlé il y a quelques temps, il y a un jour ou deux, avec quelqu'un qui me disait qu'ils étaient tellement sûrs que Trump allait perdre qu'ils n'avaient même pas prévu, le Quai d'Orsay n'avait même pas prévu un texte officiel pour féliciter Trump pour sa victoire. Et surtout, en travaillant un peu après, c'est qu'ils étaient tellement sûrs que Trump allait perdre qu'ils n'ont pas pris le temps on va dire, de faire le ménage. C'est-à-dire qu'en fait, quand Trump est arrivé, ils n'avaient pas couvert leurs traces, il a trouvé plein de trucs. Et moi, j'ai travaillé sur ce système de fraude électorale, et il semblerait que, justement, qu'en fait, il y ait un groupe de gens qui aient déjoué la fraude électorale. C'est-à-dire que la fraude électorale, ils ont réussi, je ne sais pas, des hackers, des choses comme ça, ils ont réussi à empêcher le trucage. Et vous voyez, quand vous suivez en temps réel la soirée présidentielle, les présentateurs se décomposent en temps réel, c'est-à-dire disent ça y est, là Clinton, même en France, mais aux États-Unis c'est encore pire parce que c'est État par État que ça tombe, vous savez, c'est immense, donc il y a chaque État qui tombe, et en fait il y a cette victoire de Trump. Et après, ce qui est intéressant, c'est que vous voyez, les gens ont dit Trump, il a fait ça pour le showbiz, etc. Mais vous voyez, par exemple, Make America Great Again, ça a été déposé en 2012. Là, j'ai vu récemment, j'ai découvert ça, que son réseau social qu'il a lancé, la Truth Social, je crois qu'il a commencé à déposer la marque en 2016 ou en 2018, à l'époque où il était déjà président. Il y a plein de choses, il y a plein de décrets qu'il a fait voter. Par exemple, en 2018, il vote un décret contre la fraude électorale. Donc, vous voyez, il y a plein de choses comme ça. Puis, il y a plein de petits détails techniques. Il y a le démantèlement des réseaux, etc. Voilà, il y a plein de choses. Est-ce que malgré tout, Trump, peut-être, est-ce qu'il peut être réélu une prochaine fois? Et est-ce que d'autres pays peuvent malgré tout déjouer les pronostics et réussir? Parce que, bon, il faut quand même, j'imagine que les gens aient une forme d'espoir, parce que là, on parle de mondialisme, on a l'impression que c'est une forme de pieuvre, un peu comme dans les James Bond, même si ça, c'est la réalité, mais qu'en fait, ils ont 10 coups d'avance et qu'ils gagneront toujours. Mais je pense qu'en fait, ce qu'on a vécu là ces dernières années ont vraiment été une guerre. C'est-à-dire, c'est une guerre qui prend de nouvelles formes. La crise sanitaire, je vais rester vague, et s'inscrit dans cette guerre. Et je pense que ce qui s'est passé en Chine est lié à cette guerre. Je pense que ce qui se passe en Ukraine est lié à cette guerre. Ce qui se passe sur les marchés financiers, parce qu'on a parlé du dollar au début, il faut quand même comprendre, et j'ai fait un entretien là-dessus cet été, on est dans un processus de dédollarisation de l'économie mondiale. Le dollar, c'était quand même l'instrument financier premier du mondialisme, qu'il utilisait via les États-Unis pour en fait intimider les peuples. C'est-à-dire, dès que vous utilisiez un dollar, c'était l'extraterritorialité du dollar, et en fait, vous pouviez être condamné par des cours américaines, et ils utilisaient ça pour infliger des amendes aux banques, aux entreprises, dès qu'ils voulaient en couler une. Donc ça, ce truc-là est en train de se casser la gueule. Moi, j'ai beaucoup étudié les travaux de Sergei Glaziev, qui est un économiste qui était le conseiller économique de Poutine, de Vladimir Poutine, qui a fait tout un entretien où il détaille ce que pourrait être le nouveau système financier mondial. Et il dit, ça fait 10 ans que ces équipes travaillent là-dessus. On voit qu'il y a un rapprochement entre la Chine et la Russie. Et ils ont signé un accord qui est extrêmement fort, qui est une déclaration de coopération et d'amitié commune, qui va très très loin en langage diplomatique. Donc il y a beaucoup de choses comme ça. Oui, alors ça, je voudrais parler de ça. Ça, c'est un scoop un peu aussi pour Géopolitique Profonde. Il y a un pays que personne ne prend en compte, qui pour moi est central, c'est l'Arabie Saoudite. L'Arabie Saoudite, c'est la clé
pour comprendre la guerre contre le mondialisme. Et elle commence en 2017, d'ailleurs c'est intéressant, c'est juste après que Q commence à poster. C'est la purge anticorruption de Mohamed Ben Salman, qui est le prince héritier, qui prend le pouvoir dans le pays, qui arrête une grosse partie de l'élite du pays, qui les enferme dans les sous-sols du Hilton où ils subissent des traitements, enfin ils sont traités vraiment à la rude, quoi, et il saisit 800 milliards d'actifs. Et il décapite et alors pour les gens, ils vont dire d'accord, c'est bien, ça se passe en Arabie Saoudite, en quoi ça nous concerne? Mais en fait, quand vous connaissez le rôle que jouait l'Arabie Saoudite dans le financement du mondialisme et notamment dans le financement de la vie politique aux États-Unis, notamment le Parti démocrate, et en France, notamment le Parti socialiste, c'est un séisme. Et ça, Q le dit dans les Q posts originaux, il dit pour la première fois de l'histoire, il y a une face du triangle mondialiste qui s'est effondrée. Première fois dans l'histoire. Mais vous pensez que M. Ben Salman est un anti-mondialiste? Par exemple, Pierre Jovanovic, qui a publié un écrit sur Ben Salman, dont j'ai fait d'ailleurs la promotion, lui explique que c'est une création de la CIA, ce Ben Salman. Alors peut-être qu'il s'est rebellé contre les États-Unis, c'est possible oui, aussi. Ça c'est tout à fait possible. C'est tout à fait possible qu'il ait été à l'origine, je dirais, mis le pied à l'étrier. Il a fait toutes ses études, je crois, aux États-Unis, etc. Mais il y a plusieurs éléments. Il faut savoir que Ben Salman est quand même victime d'une tentative d'assassinat en 2017. Qui est ça c'est les dessous de la fusillade de Las Vegas. Vous savez, je ne sais pas si vous vous rappelez, à Las Vegas, il y a eu un moment un mec qui a ouvert le feu sur le strip, qui s'appelait Stephen Paddock. Et on n'a jamais su le motif. Et donc moi, j'ai creusé un peu ce sujet. Il y a plusieurs sources. Je ne sais pas si Q parle de ça, je crois peut-être. Mais j'ai eu plusieurs sources autres que Q qui ont parlé de ça et qui disent qu'en fait, il y a eu, et ça a été confirmé, il y a eu une rencontre à ce moment-là entre Trump et Ben Salman, et qu'en fait, ils allaient conclure cet accord. Et en fait, là, il y a une tentative de l'assassiner. Donc ça, c'est quelque chose de sérieux. Après, il tue Khashoggi, vous savez, Yamal Khashoggi, qui est un des représentants des frères musulmans. Là, il y a eu, et puis il reçoit Trump en grande pompe. Il y a un moment, je crois que c'est en 2017, Trump, il fait une grande tournée. Vous savez, il va en Arabie Saoudite, après il va en Chine, et à chaque fois, c'est très intéressant parce qu'il est reçu avec une symbolique très spéciale. C'est-à-dire que quand il va en Arabie Saoudite, il fait la danse du sabre. Moi, j'en parle dans un de mes essais où j'explique ça, où il fait la danse du sabre, je crois que ça s'appelle l'Al-Ardan, et il fait une danse, et c'est la danse que font historiquement les guerriers saoudiens quand ils partent en guerre avec un allié. Et donc, c'est assez rigolo. D'ailleurs, c'est assez cocasse. Vous voyez Trump avec son sabre qui danse à côté du roi, etc. Et vous avez ça. Et il va à la cité interdite. Il est reçu par Xi Jinping en Chine et il va dîner à la cité interdite. Ce qui n'avait jamais été fait dans l'histoire. Donc, il y a plein de choses comme ça qui, moi, me poussent à dire que, en fait, il y a eu, autour de 2017, une alliance qui a été scellée entre cette alliance que j'appelle l'alliance antimondialiste. Et en fait, ils ont décidé de partir en guerre. Et là, vous verrez, quand vous lisez avec cette grille de lecture, il y a un basculement. Il y a un vrai basculement. Il y a beaucoup de choses qui changent. Il y a tout le mondialisme qui se retourne contre la Chine. Il y a plein de choses. Et là, ce qu'on voit avec l'Arabie Saoudite, vous voyez qu'ils viennent d'envoyer bouler via l'OPEP les demandes de Biden. Il faut quand même rappeler que l'Arabie Saoudite, vous avez raison de le dire tout à l'heure, c'est un royaume qui est créé de toutes pièces par la CIA, en partie pour contrôler les réserves de pétrole. Et que l'Arabie Saoudite ose se rebeller contre le maître de Washington, là, ça prouve qu'il y a quelque chose qui a changé. Et de la même manière, il y a le fait qu'eux, ils veulent rejoindre les BRICS. Et les BRICS, en fait, c'est cette nouvelle alliance anti-mondialiste qui prend la forme. Il y a l'Inde, il y a le Brésil, on voit avec le Brésil de Bolsonaro, par exemple, il y a l'Afrique du Sud, il y a vraiment tout en fait, cette nouvelle architecture multipolaire, d'un monde multipolaire qui commence à se mettre en place. Et je rappelle, parce que ça, les gens l'ont oublié, Vladimir Poutine, à la conférence de Munich en 2007, il dit ça. Il dit le monde unipolaire, il ne dit pas le mondialisme, mais tout le monde comprend, c'est terminé. Donc, vous avez deux choix. C'est soit vous vous adaptez, on va travailler ensemble et ou vous persistez, vous pensez que vous pouvez continuer à nous contrôler et ça va mal se passer. Et en fait, moi, ce qu'on voit, c'est que en fait, ça se passe mal. Et tout ce qu'on est en train de vivre là, toutes ces crises, en fait, elles s'inscrivent dans cet effondrement de cet ordre mondialiste.
Alors, j'ai une excellente question de Michael Legrand, parce que je vais prendre un peu de questions aussi, n'hésitez Bah, pas. bien Nous sûr. sommes plus de 2120 en même temps, donc n'hésitez pas aussi à poser des questions. Stanislas est là pour y répondre. Est-ce que vous pensez que l'intelligence artificielle peut aider les mondialistes à gouverner le monde? Ah bah oui, tout à fait. Alors là, c'est très bien d'ailleurs d'utiliser cette question pour parler de ça, parce que je l'ai pas dit tout à l'heure quand on parlait de la dimension spirituelle, mais clairement, il y a en fait toujours tous les aspects du mondialisme qu'on retrouve. Politique, pouvoir, économique, spirituel, qu'est-ce qui est militaire. Politique, pourquoi? Parce qu'en fait, le truc vers lequel on va vous amener, c'est de toute façon les êtres humains, ils sont trop bêtes pour prendre des décisions. Il faut laisser des machines prendre des décisions pour eux. Vous savez, les peuples votent mal. Regardez la preuve, si on les laisse voter, ils mettent des extrémistes, des populistes au pouvoir. Donc l'IA va résoudre ces problèmes. Là, ils sont en train de faire des tests pour que des IA jugent. Et commencent à dire, regardez, les IA sont plus fiables que les juges humains. Donc on vous dit ça. Donc ça, c'est le pouvoir politique judiciaire. Partie économique, ah bah, ça coûte moins cher de tout automatiser. Vous avez bien compris qu'il y a une automatisation qui se met en place. Et là, on va dire, ça touche les métiers, les ouvriers, les techniciens. Mais là, ça va venir la prochaine étape. Ça sera les comptables, ça sera les avocats, ça sera toutes les professions techniques qui travaillent sur des logiciels, etc. Tout ça, ça va être automatisé. Donc il y a ça, et il y a la dimension spirituelle, il ne faut pas l'oublier. L'intelligence artificielle, c'est le projet de créer une conscience, une intelligence artificielle, une conscience de toute pièce. Et ça, c'est quoi? Mais c'est faire l'œuvre de Dieu. On se prend pour Dieu, on crée une intelligence créée par l'humanité, pas créée par Dieu, mais créée par la main de l'homme. Et donc on est complètement dans le même projet que le transhumanisme. On est dans la transgression, dans ce projet de transgression satanique. Et ça, c'est ce que j'essaye d'expliquer aussi. Donc, l'intelligence artificielle, c'est exactement ça. Oui, on sent l'œuvre du diable, on sent l'œuvre de Satan. Et d'ailleurs, d'après vous, parce qu'on a parlé de l'antéchrist, déjà l'antéchrist, est-ce que c'est une personne physique? Si oui, est-elle déjà née? Alors ça, je ne vais pas m'exprimer sur ça parce que je veux vraiment pas dire de bêtises. Je suis pas un théologien, je suis pas. Il faudrait poser la question à un prêtre parce qu'on n'invite pas les prêtres à répondre à ces questions alors que c'est eux les plus qualifiés pour le faire. Moi, tout ce que je peux vous dire de ce que je sais, c'est que c'est le projet mondialiste. Il y a cette espérance messianique, c'est-à-dire qu'eux, ils attendent la venue de leur Messie qui est l'antéchrist. Ça, ils le veulent et tout ce qu'ils font sur la partie spirituelle tend vers ça. Alors après, est-ce que cette personne est déjà née? Alors je crois qu'il y a des prophéties qui disent que, je crois que de tête, il naîtra d'une religieuse et d'un rabbin, je crois, de l'enfant d'une religieuse et d'un rabbin. Il y a des histoires comme ça. Il y a plein d'interprétations qui sont faites de l'Apocalypse selon Saint Jean. Il y a des lectures qui disent qu'elle a déjà eu lieu, en fait, c'était la destruction du temple en 70, d'autres qui disent qu'elle est à venir. Enfin, voilà, moi, je ne veux pas m'exprimer là-dessus, mais je veux vraiment que les gens qui nous écoutent ce soir et qui écouteront cette vidéo par la suite comprennent qu'on ne peut pas occulter la dimension spirituelle du mondialisme et le génie du mondialisme, comme il a appris à faire croire aux gens que la démocratie, les élections et tout ça, ça servait à quelque chose. Il a appris aux gens que, en fait, le spirituel n'avait pas sa place et que tout n'était que matériel. Il a fait croire aux gens qu'en fait, on pouvait mettre la religion de côté, que la religion n'avait plus rien à voir avec la vie publique, avec la morale, que c'était chacun faisait sa petite religion chez lui, etc. Et en fait, qu'est-ce que ça a permis de faire? Ça a permis de faire que la religion qui domine l'Occident aujourd'hui, c'est le mondialisme et c'est le satanisme. Et je veux juste dire ça sur un point tout à l'heure que je n'ai pas évoqué, c'est qu'on parlait des sacrifices. Moi, je rends hommage à mon ami Sylvain Durin qui dit ça, qui dit que, par exemple, si on prend un sujet comme l'avortement, on peut voir ça comme un sacrifice. C'est le sacrifice d'enfants. On sait que derrière l'avortement, il y a des trafics d'organes, trafic de cellules, trafic de fœtus. Ça, ce sont des choses avérées. Et c'est toujours pareil. Aspect politique, aspect business, on fait du business, et aspect spirituel, on peut voir ça comme des sacrifices. Et je rappelle que l'avortement en France, c'est 200 000 par an. Si vous faites le calcul, depuis 1975, ça fait 10 millions de bébés qui ne sont pas nés. 10 millions Français qui auraient pu naître et qui ne sont pas nés. Si vous faites ça à l'échelle de l'Occident, ce sont des chiffres absolument colossaux. Et on revient à la lutte contre le mondialisme. Vous savez qu'il y a quelque temps, il y a eu cette abrogation de Roe versus Wade. Et ça, c'était un séisme. Je veux dire, c'était la mesure que les mondialistes défendaient bec et ongle. C'était le truc sur lequel il ne fallait pas revenir.
Et d'ailleurs, et moi j'ai fait une analyse là-dessus, j'ai dit que justement, si cette mesure a pu passer aux États-Unis, c'est la preuve que les réseaux, notamment les réseaux Soros, ont été démantelés. Parce que le chantage qui était fait, c'est si vous faites sauter Roe versus Wade, on plonge les États-Unis dans le chaos et la guerre civile. Donc moi, j'ai interprété ça en me disant que si ça passe, ça veut dire que les antifas, les mondialistes, etc., ont été neutralisés et qu'on peut faire passer cette mesure qui était demandée depuis des années par les chrétiens, qu'ils soient protestants ou catholiques, qui sont soutiens de Trump. Et là, maintenant, ça passe et on avance et il se passe, bon, il y a eu quelques manifestations, mais incommensurable avec les émeutes Black Lives Matter, où là, il y a vraiment des villes en feu, etc. Donc moi, je pense que notamment la victoire, le passage de Roe versus Wade, qui est une victoire pour les catholiques et les chrétiens, est un signe que le mondialisme a été vaincu, en tout cas sur ce point précis. Alors, j'ai une question de Gilles Dupont. Est-ce que l'universalisme de l'Église n'est pas finalement une aide mondialiste? Et d'ailleurs, j'irai plus loin que la question de Gilles Dupont. On sait aussi que la République est universaliste. Est-ce que la République est aussi une création du mondialisme? Oui, bah alors tout à fait. Alors je vais répondre à la question de Gilles Dupont, qui doit être certainement un païen sous pseudonyme, parce que ça, c'est des critiques que je reçois souvent du paganisme. Alors l'Église est universelle, mais ça, j'ai répondu à cette question. Elle est universelle dans la dimension spirituelle. Et Dieu nous dit, par exemple, aimer son prochain. Son prochain, c'est celui qui est proche de nous. Il y a toute une théologie, notamment saint Thomas d'Aquin, saint Augustin, qui parlent justement du nationalisme. Alors le mot n'est pas employé, et le catéchisme de l'Église catholique est très clair. Je l'ai cité dans un entretien récent à ce sujet. Le catéchisme de l'Église catholique dit que la meilleure forme justement pour exercer la charité chrétienne, c'est dans le cadre de la communauté politique nationale. Et d'ailleurs, je rappelle quand même que quand il y a eu une nation française, la France a été une des premières nations qui s'est faite autour de l'institution royale, c'était des rois très catholiques. Je veux dire, et les rois catholiques défendaient les intérêts de la France, alors qu'aujourd'hui, on est censé être dans une république laïque et on a l'impression qu'on défend les droits de la terre entière. Oui, mais peut-être que ce monsieur Dupont veut parler aussi de Vatican II. Ah oui, mais alors ça, Vatican II, c'est la belle formule, c'est 1789 dans l'Église. Et d'ailleurs, il y a le cardinal Bounini, il y a un très bon documentaire qu'on peut retrouver sur mon site, où je l'ai posté plusieurs fois sur les réseaux sociaux, sur les réformes, sur les coulisses de Vatican II, qui montre que le cardinal Bounini dit clairement qu'il y a une volonté de protestantiser l'Église. Et d'ailleurs, Vatican II, l'Église moderne, l'Église conciliaire, on devient de plus en plus protestant. Et j'invite les gens qui veulent renouer avec leurs racines chrétiennes ou avec leur foi catholique, à se tourner vers des paroisses traditionnelles, qui ne sont pas dans... Je veux dire, on est presque dans deux religions différentes. Ça n'a plus rien à voir. Mais alors, du coup, on sent que les politiques, sont les bras armés du mondialisme, donc il ne faut rien attendre d'eux. Comment nous, individuellement, devons-nous combattre, en tout cas ceux qui nous regardent, devons-nous combattre ce mondialisme? Alors, très bonne question. Comment on peut le faire? Il y a plusieurs choses. On peut faire des choses très concrètes, très, très, très concrètes. La première, c'est de libérer son esprit. C'est de comprendre la manipulation par les médias de masse, comprendre que les médias de masse, en fait, je dirais, ils vous disent, c'est de l'ingénierie sociale, c'est de la manipulation. Il faut vraiment pas les prendre en compte. C'est-à-dire, il faut même pas partir de l'information de base qui vous donne. Il faut vraiment ne plus leur accorder le moindre crédit, vraiment. Et vous coupez de ça parce que ça vous empoisonne l'esprit, ça vous fausse le jugement. Enfin, c'est vraiment ça. Donc il y a déjà ça. Et ensuite, il faut comprendre comment le mondialisme fonctionne. Donc là, on l'a évoqué un peu de manière synthétique pendant 1h30, 2 heures, mais il faut se former, il faut se faire une formation politique, il faut lire. Moi, c'est ce que j'essaye de faire à travers mes livres. Je recommande des lectures sur mon site pour les gens qui voudraient se former là-dessus, ou sur les réseaux de temps en temps, quand il y a vraiment un livre exceptionnel, je le recommande, je recommande un auteur. Il y a vraiment une formation politique à faire. Alors ça, c'est la première étape. Ensuite, la deuxième étape, c'est il faut agir politiquement, mais alors de manière intelligente. Alors moi, ce que je dis toujours, c'est il faut retrouver une souveraineté sur vous-même. C'est-à-dire, il faut arrêter de dépendre notamment de l'État, qui est en grande partie aujourd'hui, malheureusement, lié au système mondialiste. Il faut redevenir le plus autonome possible. Donc, essayez au niveau de votre nourriture, au niveau de votre éducation, l'éducation des enfants. Ça, c'est très important.
essayer au maximum de sortir les enfants de ce qui est devenu aujourd'hui le système éducatif scolaire public et même le privé. Aujourd'hui, vous mettez vos enfants dans des écoles catholiques, ils vous font visiter des mosquées, ils vous font la journée LGBT. Donc ça, c'est pas possible. Donc la solution, c'est quoi? C'est les écoles hors contrat. Soutenez les écoles hors contrat, ça c'est très important. Mais faites l'école à la maison si vous le pouvez. C'est de plus en plus difficile, mais il y a des restrictions colossales qui sont mises pour empêcher les parents de le faire, mais ça peut être une solution. Développez votre autonomie, et j'ai même envie de dire, refaites de la politique, mais au niveau local, c'est-à-dire connaissez des gens dans votre ville, dans votre village, un groupe de gens avec qui vous pouvez avoir des liens de confiance, vous pouvez vous mobiliser, vous pouvez vous rendre des services, des choses très concrètes. Pardon, se rendre service. Ça, c'est très important. Et parce que les gens, la plupart du temps, aujourd'hui, ils connaissent même pas leurs voisins. Je veux dire, on vit, chacun vit dans sa petite cellule, voilà. On peut rien faire. Est-ce qu'il ne peut pas y avoir une alliance, une accointance entre des catholiques et peut-être aussi des musulmans sincères qui eux-mêmes, comme les Saoudiens, combattent le mondialisme? Oui, alors il y a sur certains points et notamment sur des questions de mœurs, etc. Il y a certains, je dirais, il y a certains points qui existent. Tous les gens en fait qui combattent le mondialisme peuvent être, je veux dire, pour trouver un point d'accord contre cet ennemi commun. Ça, bien sûr, ça c'est tout à fait vrai. Après, il y a quand même une distinction, c'est que, je veux dire, il y a quand même l'idée, c'est la France est un pays chrétien. Je veux dire, c'est la phrase de De Gaulle, vous voyez, où il dit la France est un pays chrétien de race blanche, de culture gréco-latine. Je veux dire, ça, c'est quand même une réalité. Je veux dire, de la même manière, qu'est-ce qu'on dirait s'il y avait des Français catholiques qui viendraient s'installer en Arabie Saoudite et se mettraient à construire des cathédrales? Évidemment, ça c'est évident, mais sur le combat en lui-même, aujourd'hui, nous avons, je crois, entre 5 et 10 millions de musulmans. Évidemment, en France, ils doivent encore rester minoritaires parce que la majorité doit être catholique, ça c'est une évidence, mais on ne peut pas rejeter quand même ces gens. Ah non, non, on peut pas les rejeter, mais c'est toujours la question, c'est-à-dire s'il y a des musulmans ou même des Français d'origine étrangère, d'Afrique, etc., qui viennent en France, mais qui n'y viennent pas pour conquérir, Oui, parce que c'est ça la démarche, je veux dire, je suis présent en France, est-ce que je vais y faire ma vie, etc. Bon, ça c'est un autre sujet, mais des gens qui viennent avec une volonté qui est soit cachée, soit ou explicite, de conquérir et d'islamiser la France et de remplacer le peuple français sur son sol historique, là, non, là, ça, c'est pas possible. Non, évidemment, après, je parle des musulmans sincères qui aiment la France. Voilà. Après, on peut toujours. Ils existent et ils sont nombreux. Mais ils sont nombreux, mais ça, c'est discuter au cas par cas. Et je pense que, voilà, de toute façon, l'ennemi, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que l'ennemi principal, que ce soit des musulmans, des Français, etc., et c'est vrai, des Chinois, des Russes, c'est le mondialisme. Donc, la priorité, c'est ce que j'explique, l'image que je prends, c'est que le mondialisme, c'est un parasite qui se greffe sur les autres, et les autres, ce sont les peuples. Donc, il faut supprimer le parasite, après, on se retrouvera, et après, on posera les choses clairement. Alors, j'ai Yannick Pavie, ou Pavius, je ne sais pas comment on prononce. Question, que pense Stanislas de la franc-maçonnerie d'État? Est-ce que justement cette franc-maçonnerie d'État est aussi, et peut-être le sommet de l'iceberg du mondialisme? Non, alors je dirais, je me suis déjà exprimé là-dessus, la franc-maçonnerie, c'est plutôt un outil qui a été utilisé par le mondialisme. Par exemple, quand vous regardez un peu dans une perspective historique, par exemple, la Révolution française, on dit la Révolution française a été faite en grande partie par la franc-maçonnerie, ce qui est vrai par les loges, mais en fait, ces loges, elles ont été infiltrées, instrumentalisées par des éléments extérieurs, et aujourd'hui, ça c'est vrai, la franc-maçonnerie a un réseau, c'est un réseau influent en France, et pendant très longtemps, ça a été un réseau auquel il était important d'adhérer pour accéder aux plus hautes fonctions de la République. C'est vrai, c'est quelque chose qui est en guerre ouverte contre l'Église catholique, donc contre la France catholique. Il y a vraiment deux projets. Et moi, ce que je reproche, c'est qu'en fait, cette religion qui est devenue en fait une religion d'État, c'est ce que j'appelle la religion de la raison, du progrès et des droits de l'homme, c'est devenu la religion officielle de la République française, mais c'est pas assumé. On présente ça comme quelque chose de neutre, alors qu'en fait, c'est quelque chose de profondément anti-chrétien, anti-catholique, et qui a. Mais aujourd'hui, je pense. Je devine, je ne suis pas forcément dans les cercles maçonniques, mais j'ai l'impression qu'il y a une rupture qui se produit, c'est-à-dire qu'il y a une espèce de scission
entre des maçons qui ont compris que le mondialisme allait trop loin, et j'ai envie de dire un peu des maçons patriotes, c'est-à-dire un peu comme on a dit, il y a eu le nationalisme, vous voyez, communiste entre Staline et Trotsky. J'ai l'impression que dans le monde de la franc-maçonnerie, il y a une scission entre ceux qui ont compris que le mondialisme allait trop loin. Qu'est-ce qui vous fait dire ça aujourd'hui? Mais je sais pas, c'est une intuition que j'ai en regardant un peu ce qui se passe dans le monde, en sentant un peu les prises de position de chacun dans les médias, etc. Et ça semblerait logique en plus. Ça semblerait logique qu'il y ait une compréhension que ça a été trop loin. Et c'est ce que je disais, de dire on va essayer peut-être, parce que peut-être tout simplement la franc-maçonnerie aussi ne veut pas perdre son pouvoir. Et en fait, se dit bah, tout simplement, il faut peut-être que j'arrête d'aller trop loin dans le délire, parce que là, on perd tout le monde. Et en fait, si on veut rester quand même le groupe influent qu'on est, bah, il faut quand même qu'on reste un peu dans le raisonnable, quoi. Donc, je pense qu'on peut parler, vous parliez des musulmans, je pense qu'il y a aussi des discussions avec ces francs-maçons patriotes qui ont quand même compris que le délire mondialiste, à la fin, il amenait la destruction de tout, quoi. Donc après, il y a des questions spirituelles. Je veux dire, qu'est-ce qu'il y a derrière l'être suprême, la franc-maçonnerie, etc. Ça, c'est des autres questions. Est-ce que ça, c'est possible dans une France catholique? C'est une autre question. Mais après, voilà, c'est aussi un sujet. Bah oui, c'est un sujet important, comme l'est par exemple le progressisme qu'on essaye d'imposer. Et je vois que ce progressisme, qui est une forme de bras armé du mondialisme, s'introduit partout. C'est moi, je vais vous dire, je sens que même dans des familles qui se disent conservatrices, traditionnelles, on sent que le progressisme, certaines idées des Lumières, parce que aussi, il ne faut pas oublier les idées des Lumières qui viennent, pour moi l'ancêtre du mondialisme, ce sont les Lumières. Voilà. C'est Voltaire, c'est Rousseau, c'est la fameuse encyclopédie. Donc, nous, euh, quel projet idéologique doit-on amener pour contrer tout ça? Ah bah c'est très simple en fait, c'est la fracture centrale, c'est ce que j'ai expliqué quand on parlait un peu plus de la partie spirituelle, mais on y revient à la fin et c'est très bien, c'est que c'est en fait ces deux projets, c'est soit vous mettez l'homme au centre de tout et vous pensez que l'homme peut transgresser toutes les limites et même dépasser la nature, la corriger, ça c'est le projet moderne, c'est le projet des Lumières, ah oui et surtout ne peut tout comprendre que par sa raison. La vérité ne peut être atteinte que par la raison humaine. Donc ça, c'est le projet des Lumières, c'est le projet mondialiste. Et vous avez le projet traditionnel, le retour à la tradition, c'est Dieu qui est au centre de tout, c'est l'ordre naturel de Dieu, c'est-à-dire il y a des limites, il y a des limites, il y a des vérités éternelles, il y a des choses qui étaient vraies il y a 10 000 ans qui seront encore vraies dans 10 000 ans. Par exemple, le sexe biologique, il y a des hommes, il y a des femmes, les femmes peuvent faire certaines choses, les hommes peuvent faire d'autres choses. Il y a voilà une structure dans la société, on ne peut pas tout casser. Il y a des gens qui doivent, il doit y avoir une élite. Cette élite, elle doit exercer des responsabilités. Il y a des gens qui doivent, voilà, on doit accepter l'autorité du maître, l'autorité politique, mais il faut que cette autorité soit légitime. Ça, c'est un point. Et surtout, on peut comprendre la vérité non pas par la seule raison humaine, mais par la révélation. Ça, c'est très important. La vérité révélée. Et ça, c'est les gens bloquent là-dessus. Et aujourd'hui, ce retour à la tradition, il prend beaucoup de formes. Par exemple, aux États-Unis, c'est avec le protestantisme. Il y a en Russie, c'est le retour de la Russie orthodoxe. Même la Chine, qui n'a pas du tout ce même système, ils reviennent au confucianisme, voilà, aux ancêtres, contre le matérialisme des nouvelles générations. Il y a l'islam qui revient aussi à d'autres choses. Enfin, il y a en fait, et tout le piège pour les Français, moi, c'est ce que j'explique dans mes livres, et je pense que c'est le point le plus important, c'est que, comme vous l'avez très justement dit, c'est le piège des Lumières. C'est-à-dire les Français ont été tellement intoxiqués par ça, et on leur a fait étudier que ça à l'école. Je veux dire, moi, j'ai découvert sur le tard, vous lisez Joseph de Maistre, vous lisez des choses comme ça, qui sont des philosophes contre-révolutionnaires, qui vous donnent un autre point de vue. C'est-à-dire, c'est là où on voit la fameuse neutralité, parce qu'on vous montre que les philosophes des Lumières, mais on vous fait jamais étudier les philosophes qui sont contre les Lumières. Et ça vous change la vie quand même quand vous découvrez ça. Et qui écrivent à la même époque d'ailleurs, qui dénoncent, etc. Donc il y a ça, donc cette dimension spirituelle, et je pense qu'il faut être clair, parce que c'est très juste ce que vous dites sur les familles qui succombent au progressisme, parce qu'en fait, les gens n'ont pas compris, on blague souvent, enfin les conservateurs américains en fait blaguent en disant, enfin l'alt-right blague en disant les conservateurs d'aujourd'hui, c'est les progressistes de dans 20 ans. C'est-à-dire que si vous contestez pas le projet mondialiste et progressiste à la racine,
En fait, vous allez juste résister, mais à la fin, vous allez vous faire bouffer. Et en fait, la vraie résistance, c'est pas de dire oui, finalement, ça va trop loin. C'est il faut proposer un contre-projet. Et ce contre-projet, ça peut être que le projet de la tradition. Et je le dis, et ça, c'est difficile à entendre, mais c'est vrai, c'est que le projet, il est incarné en France par le catholicisme traditionnel. Et dans toute sa conception, c'est-à-dire, il y a la doctrine sociale de l'Église, il y a le catéchisme, il y a toutes ces dimensions-là, et c'est ça qui fait le socle. Mais comment sortir de la religion de la laïcité pour revenir à Dieu? Comment faire pour que les gens reviennent à Dieu et sortent de ces idéologies laïcardes et républicaines? Déjà, c'est simple, c'est déjà qu'ils le veulent, qu'ils le veuillent, et qu'ils demandent. Vous savez, l'Évangile nous dit laissez la lampe allumée, parce que vous ne savez jamais à quelle heure le Maître rentrera. Il faut toujours être prêt à accueillir le Seigneur. Et les gens, je crois, aujourd'hui, ne sont pas prêts à l'accueillir. C'est-à-dire, ils disent Dieu, de toute façon, ça n'existe pas, c'est pas pour moi, c'est le Moyen Âge, etc. Mais déjà, il faut être prêt à dire, bah oui, je vais humblement peut-être me laisser disponible, parce qu'en fait, la foi, c'est ça. La foi, c'est une rencontre personnelle. Moi, je peux pas vous convaincre. C'est pas quelque chose qui se fait par la raison. C'est pas, je vais pas vous convaincre de devenir catholique. On va pas vous imposer de devenir catholique. Ça, on convertit pas les gens de force. Évidemment, mais il faut quand même sauver les âmes, sachant que avec ce que préparent les mondialismes, il ne nous reste peut-être pas un siècle pour ça. Ah oui, oui, mais moi je pense que ça peut aller très très vite, mais je pense qu'il y a une prise de conscience qui peut avoir lieu. Moi j'essaye de faire ce travail, je ne peux pas faire plus avec mes livres, avec les sujets qu'on évoque aujourd'hui. Il y a beaucoup de gens qui se mobilisent. Moi je dis aux gens qui nous écoutent, allez dans une paroisse traditionnelle, découvrir ce que c'est que la tradition dans l'Église catholique, de vous laisser inspirer par ça, même si mais allez-y mais en étant ouvert à ça. C'est-à-dire, il faut et vous savez, quelqu'un peut rentrer chez vous que si vous laissez la porte ouverte ou si vous lui ouvrez la porte. Si vous êtes barricadé, si vous êtes calfeutré, c'est sûr que la rencontre avec Dieu, vous n'allez pas l'avoir. Il y a plein de choses aussi qu'on peut faire. Par exemple, tous les mercredis, il y a une initiative qui s'appelle la France Prie, où vous avez des catholiques qui prient le chapelet en public. Moi, je le fais. On va prier le chapelet. C'est formidable. Vous rencontrez des gens, vous êtes dans la rue, vous priez la Sainte Vierge, vous confiez la France et les Français à la Sainte Vierge Marie, et vous êtes 10, 20 personnes en public dans les villes de France. C'est extraordinaire. Et la France est le pays où il y a le plus au monde qui fait ça. Je crois qu'il y a plus de 2000 communes où les gens se rassemblent pour prier la Sainte Vierge en public. C'est extraordinaire. Il y a toutes ces choses-là. On peut aller voir les saints. Par exemple, si vous avez un problème dans votre vie, si vous avez un doute, si vous avez quelque chose, rentrez dans une église. Peut-être que ça fait des années que vous ne l'avez pas fait. Rentrez dans une église, restez un peu dans le silence, allez mettre un cierge à la Sainte Vierge, un cierge devant Jésus, un cierge devant un saint, et laissez-vous un peu imprégner par ça, laissez les choses travailler. Et c'est ce que je voudrais dire, c'est que ce qui est intéressant avec le fait religieux en général, c'est qu'il est l'opposé du monde moderne. Vous savez, Bernanos, il a une très belle phrase, il dit « Le monde moderne est une conspiration contre toute forme de vie intérieure ». Et la vie intérieure, elle se nourrit de silence, elle se nourrit dans le temps, elle se nourrit dans le fait de s'ouvrir, de faire confiance. C'est le contraire de ce qui se passe aujourd'hui. Aujourd'hui, on n'a pas le temps, tout doit aller vite, on est vachement fermé sur soi-même. C'est ça c'est un état d'esprit. Alors, j'avais aussi une question, parce que évidemment, on a les grands médias qui sont des bras armés. On en a un peu parlé succinctement, mais je voudrais quand même aller plus loin là-dessus. Vous enquêtez sur ce mondialisme, sur les réalités du mondialisme, sur qui sont-ils, que font-ils, les personnalités, etc. Comment les gens peuvent faire de leur côté ce type d'enquête? Comment vous enquêtez? Quel conseil auriez-vous à des gens qui voudraient savoir plus, après avoir écouté ce live, en se disant tiens, je veux savoir encore plus sur ces ennemis? Je vais faire un peu de promo. Ils peuvent lire mes livres qui sont des synthèses. Non, mais c'est pas juste pour vendre mes livres, bien sûr. Je suis content si les gens les achètent. Mais j'ai conçu justement mon travail comme un travail de vulgarisation pour aider les gens à aller à comprendre ça. Après, je peux citer d'autres gens. Il y a des gens comme Pierre Hillard qui font un travail extraordinaire. Il y a Lucien Cerise Lucien Cerise qui parle de l'ingénierie sociale, qui a écrit un bouquin formidable, qui est le meilleur livre que j'ai lu sur la guerre en Ukraine et sur les réseaux de l'OTAN et toutes ces différentes dimensions. Il y a toute une liste sur mon site
de lecture que les gens peuvent lire. Mais je voudrais, voilà, ils peuvent suivre des gens qui réinforment sur les réseaux sociaux, qui font de la vraie réinformation. Ça, c'est tout à fait possible. Mais il y a une chose que je voudrais dire aussi, c'est qu'il y a une tentation de notre époque, c'est que tout le monde veut savoir tout faire. Je veux dire, c'est-à-dire que tout le monde veut être un expert en géopolitique, en mondialisme, en politique, en économie. Et ça, je pense que c'est très dangereux parce que c'est le tous contre tous, justement, ça c'est la rivalité mimétique de Girard, et c'est le fait que on est obligé de fonctionner un moment par confiance. Moi, je dis toujours, la question centrale aujourd'hui, c'est à qui vous accordez votre confiance. Et vous pouvez, bien sûr, vous renseigner sur la personne, vous pouvez essayer de juger son caractère, sa moralité, ce qu'elle dit semble sérieux, crédible, mais à un moment, vous ne pouvez pas tout faire par vous-même. À un moment, il faut faire confiance. Et on parlait de Dieu à l'instant. Dieu, c'est la même chose. À un moment, vous faites confiance ou vous ne faites pas confiance. C'est la même chose. Et la question qui est un peu embêtante aujourd'hui, c'est que, en fait, moi, vous dites comment je fais pour enquêter, mais je veux dire, moi, je suis formé j'ai fait une formation en intelligence économique, j'ai travaillé, j'ai fait du développement commercial, je parle plusieurs langues, je travaille sur ça à temps plein, j'ai fait des sacrifices professionnels. Je veux dire, c'est un travail de dingue. C'est impossible que des gens qui nous écoutent ce soir, qui sont intéressés, qui sont des citoyens engagés, puissent faire ce même travail que quelqu'un dont c'est le métier et qui fait ça à temps plein, qui écrit des livres. Je veux dire, j'ai écrit presque 5 livres en 5 ans. Je veux dire, je veux dire, tout le monde ne peut pas faire ça. Donc, je ne vais pas trahir un secret aussi. Vous êtes aussi scénariste pour des histoires, mais bon, on en parlera peut-être un autre jour. Et je pense aussi qu'il y a, j'imagine, une éducation aussi à faire. Oui, mais alors bien sûr, mais tout commence dans la famille. Tout commence dans la famille, et on voit aujourd'hui qu'il y a une vraie volonté de détruire la famille. Je veux dire, aujourd'hui, par exemple, comment des parents pourraient protéger leurs enfants du mondialisme? Bah déjà, ils peuvent les protéger je dirais, en se protégeant eux-mêmes. Parce que vous savez, comment est-ce qu'on peut transmettre à des enfants des choses qu'on n'a pas soi-même? Ça, c'est déjà le problème. Et le problème, par exemple, il y a une chose cruciale. C'est un sujet je dirais, qui semble évident, mais que personne n'aborde. C'est la destruction de la famille et le divorce. Je veux dire, vous avez aujourd'hui, je crois que c'est plus de la moitié des mariages qui terminent en divorce. Et aujourd'hui, vous allez dans des cours d'école ou dans des salles de classe, vous avez du mal à trouver un enfant qui n'a pas un parent qui a divorcé. Donc déjà, des familles stables, je dirais structurées, où je dirais il y a des valeurs qui sont enseignées, c'est déjà énorme. Je veux dire, c'est déjà la base de tout. Et le mondialisme a tout fait pour détruire la famille. Et avant même de constituer une famille, il a détruit les rapports entre hommes et femmes. Aujourd'hui, les rapports hommes et femmes sont complètement faussés. Et par exemple, on vend l'égalité homme-femme, la parité absolue. Mais qu'est-ce qu'on fait en faisant ça? On met les hommes et les femmes en concurrence. On crée une compétition, et vous avez par exemple dans le monde professionnel les hommes et les femmes qui sont en concurrence pour les mêmes places dans un monde économique qui est de plus en plus dur, donc la compétition est de plus en plus rude. Donc ça c'est un vrai sujet, et ça c'est quelque chose qui est difficile à évoquer, parce qu'on a tellement dit aux gens, voilà, par exemple on dit il faut qu'il y ait autant de femmes que d'hommes dans des postes de direction. Mais pourquoi diable? Je veux dire, est-ce que le rôle de la femme, ou est-ce qu'il faut des femmes à l'armée qui vont partir faire la guerre dans les tranchées, etc., conduire des chars? Mais pourquoi? Je veux dire, est-ce qu'il n'y a pas une distinction entre l'homme et la femme? Chacun est capable de faire des choses différentes. Mais je vous parle aussi de la famille pour une raison simple, c'est que j'ai l'impression que les mondialistes actuels ciblent les enfants. Oui, absolument. Oui, bien sûr. Oui, ça c'est vrai, vous avez entièrement raison sur ce sujet-là. Je comprends ce que vous voulez dire par là, c'est que oui, les cibles, on l'a vu avec la crise sanitaire, on l'a vu avec la propagande, parce que je vais juste rebondir sur cette histoire de distinction entre l'homme et la femme, mais là, ils sont en train d'abolir l'idée même de distinction entre un homme et une femme, puisqu'une femme peut devenir un homme peut devenir une femme, définir qu'est-ce que c'est qu'une femme. Je veux dire, on est quand même dire qu'on n'a plus le droit de dire une femme a des règles, il faut dire personne qui a des règles. Enfin, ça devient un truc complètement délirant. Il faut dire plus papa, maman, parent 1, parent 2. On est en train de détruire la distinction entre les sexes. Donc ça, c'est déjà la base. Et là, maintenant, on fait ça aux enfants. C'est-à-dire, on explique qu'à 3 ans, on peut être transgenre. On fait des expérimentations médicamenteuses sur les enfants. On fait cette propagande
Et on détruit, en fait, on empêche même au niveau de l'exigence, c'est-à-dire on a plus le droit d'être exigeant parce que c'est une forme de violence. Donc l'école ne dit plus tu es un bon élève, tu es un mauvais élève, parce que vous comprenez, c'est traumatisant. Donc chacun est dans l'épanouissement et tout ça. Donc on détruit toute idée d'excellence, toute idée de discipline, toute idée de travail. Et aujourd'hui, parce que moi je parle beaucoup avec des commerçants et des gens voilà, de la vie de tous les jours, qui me disent qu'aujourd'hui, vous voulez trouver quelqu'un qui s'est arrivé à l'heure, qui est à peu près poli avec la clientèle et qui sait faire des additions et des soustractions de tête, mais vous avez des exigences de luxe, quoi. Enfin, vous voyez, et moi j'ai beaucoup de gens dans le monde de l'entreprise qui nous disent, mais comment on va faire juste pour faire fonctionner l'économie avec des gens qui ne savent plus travailler, qui ne savent plus être disciplinés, arriver à l'heure, suivre des règles, faire des opérations intellectuelles simples. Mais attendez, là, ce qui nous pend au nez quand notre génération, dans 20 ans, elle va partir à la retraite, mais ça va être une catastrophe. Parce que les gens qui sortent aujourd'hui de l'enseignement supérieur ou même du lycée, ils sont incultes. Ils ont rien appris, même les trucs de base. Donc ça, c'est un vrai problème. Donc ça revient à ce que je disais. Est-ce que c'est fait exprès? Est-ce que justement le but, c'est l'idiocratie? Ah bah il y a. L'idiocratie des peuples, parce que je vais continuer, tiens. C'est l'idiocratie des peuples, parce que l'ignorance, c'est le pouvoir justement du mondialisme. Mais bien sûr, mais ça c'est tout à fait. Et ça c'est un plan. Il y a un super bouquin que je recommande là, pour les gens qui veulent lire des choses intéressantes. C'est La fabrique du crétin digital de Michel Desmurget. Desmurget qui explique pourquoi tout le numérique. Alors oui, ça on pourrait dire ça. Si vous voulez sauver les enfants, vous enlevez tout ce qui est outil numérique. Pas de smartphone avant 16 ans. Pas de télé avant 7-8 ans, vous enlevez les écrans, vous remettez du papier, du crayon, des livres, des trucs à la main, etc. Tous les spécialistes du comportement, neurocomportementaux et tout, ont vu les ravages du numérique, et même vous, à titre personnel, en tant qu'adulte, supprimez votre smartphone, ne consultez plus votre smartphone, en tout cas vous le faites une fois ou deux par jour, et arrêtez d'avoir le nez dedans, remettez-vous à lire, à écrire à la main si possible, etc. Écrivez des lettres aux gens plutôt que quand vous faites une correspondance autre que professionnelle, des choses comme ça, parce que le numérique détruit vraiment le cerveau. Vous dites ça, quelque ça a chose de été très prouvé. juste. Vous dites quelque chose de très juste. Je vois par exemple les étudiants en faculté essentiellement utiliser des ordinateurs portables. À notre époque encore, je pense on est la dernière Oui. génération qui a écrit sur du papier à la main. Oui, sur les papiers, on avait nos cahiers, nos classeurs, on écrivait à la main. Moi, je faisais mes cours de prépa avec sur papier, oui, bien sûr. Mais ça, je veux dire, on pourrait faire toute une émission là-dessus. Vous pourriez inviter quelqu'un pour parler de ça, pour expliquer comment, au niveau cérébral, justement, le fait d'écrire à la main, le fait de lire un livre plutôt que d'être dans l'écran, ça a des tas d'influences sur le cerveau. Et ça, le numérique, c'est terrible. Donc, protégez vos enfants du numérique et Et, mettez-les dans des écoles qui ont une vraie exigence. Et si vous ne pouvez pas, essayez de leur faire l'école vous-même. C'est bien sûr. compliqué, mais Et d'ailleurs, il faut le dire aux gens, c'est que les mondialistes type Bill Gates et tous ceux qui sont sur Apple, Google et compagnie, enfin tous ceux qui dirigent ces sociétés, mettent leurs enfants où il est interdit d'avoir des écrans. Ça, il faut le ouais, dire. tout à fait. Mais ça c'est connu. Par exemple, Steve Jobs, à un moment où il a créé l'iPad, il avait encore des enfants qui étaient dans ces âges-là, qui n'étaient pas encore des ados, qui étaient un peu plus jeunes, et il interdisait d'avoir des iPads à la maison. Et c'est tout le double discours. Vous avez par exemple nos dirigeants qui ont détruit l'école publique, parce que je ne suis pas en train de dire que l'école publique est forcément mauvaise. Je dis c'est ce qu'on en a fait. Je sais qu'il y a des gens, des professeurs, qui essayent de faire leur travail, mais on détruit sciemment l'école de l'intérieur. Mais par contre, tous ces gens-là, les ministres de l'éducation qui succèdent, eux, ils mettent leurs gamins dans des écoles privées ultra sélectives. Donc, eux, c'est ce qui est bon pour vous n'est pas bon pour moi. Et c'est comme ceux qui vous disent il faut mettre des logements sociaux partout, qui habitent dans des quartiers ultra protégés où il y a des digicodes partout, etc. Donc, je veux dire, ces gens-là sont de toute façon dans le mensonge et la duplicité permanente. Donc, regardez ce que eux font et protégez vos enfants, protégez-les voilà, donnez-leur Mais des bonnes bases. malgré tout, est-ce qu'on sent quand même que les peuples, eh ben, ils essaient de se protéger quand même, enfin une partie, ou est-ce qu'on sent aussi une forme de décalage? Je vais prendre l'exemple avec la petite Lola. Je remarque que le peuple français a été très ému par le meurtre de la petite Lola, mais je n'ai pas vu en contrepartie nos amis des élites, les chanteurs, les comédiens, les grands sportifs,
avoir cette même émotion avec la petite Lola. Est-ce que l'on voit justement que ces deux types, c'est-à-dire les élites et le peuple, qui s'écartent au final, en fait, les uns des autres? Ah bah bien sûr, oui, oui, il y a ce fossé qui se crée, qui se creuse, qui a été, je dirais même analysé il y a très longtemps, hein, déjà dès les années 90 par Christopher Lasch, hein, qui a écrit un super livre qui s'appelle La sécession des élites. Mais même on le voit, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est que le peuple a encore un instinct quand même. Et puis, vous savez, le peuple, il est en prise avec le réel. Moi, je discute, comme je vous ai dit, beaucoup de gens qui travaillent dans l'industrie, qui travaillent dans le commerce. On ne se raconte pas d'histoire. Je veux dire, quand vous travaillez avec des choses concrètes, vous voyez le prix de l'énergie, vous voyez le prix des matières premières, les difficultés à recruter, voilà les choses, il faut jongler avec la vie perso, les enfants, aller les chercher à l'école, vous n'avez pas des chauffeurs qui vous amènent à droite, à gauche. Bah, les gens, ils sont dans le monde réel. Ils voient les choses, le monde réel. Le problème, c'est que nos élites, elles se sont coupées du monde et elles sont de plus en plus coupées du monde puisqu'elles sont de plus en plus dans l'impunité. Donc, les conséquences, normalement, un système qui fonctionne, c'est vous prenez une mauvaise décision, vous faites une erreur, bah, vous payez cash. Et après, vous vous dites, ah ouais, j'ai pas envie que ça se reproduise, donc vous faites mieux la prochaine fois. Vous, si vous invitez quelqu'un qui est nul, votre émission, elle va faire 0 vue, bah, vous direz, bah, la prochaine fois, j'ai invité quelqu'un qui a des choses intéressantes à dire. Voilà, vous avez tout de suite la conséquence de votre choix, de votre erreur. Mais nos dirigeants, ça fait 20 ans, parce qu'ils sont protégés par ce système mondialiste, ils sont dans l'impunité, donc ils n'ont pas à être compétents, ils n'ont pas à être exposés aux conséquences de leurs actes. Et ce qui est intéressant, c'est au moment où on les remet aux conséquences de leurs actes. Par exemple, moi je dis toujours, vous avez des juges qui laissent des délinquants sortir dans la nature, qui n'appliquent pas les décisions, qui votent, qui font des choses. Ben, c'est simple, si ce criminel recommet un crime, eh ben, on condamne le juge. On lui saisit sa baraque, on lui fait faire de la prison. Ben, je peux vous dire que là, les peines, ça sera vite fait, ça sera remis. Voilà, c'est simple. Malgré tout ce que l'on s'est dit là pendant plus d'1h50, est-ce que vous avez confiance, est-ce que vous avez l'espoir qu'au final, nous gagnerons contre ces mondialistes? Alors, oui, alors déjà, j'ai confiance parce que je suis, les spectateurs l'auront compris, catholique et chrétien, et que l'espérance, c'est la vertu première du chrétien. Et que moi, je sais en tant que chrétien, c'est un des mystères de la foi catholique, c'est que le Christ a gagné sur la croix. C'est-à-dire que Satan a été vaincu une fois pour toutes sur la croix. Alors ça ne veut pas dire qu'il faut rien faire. Il faut combattre le mal dans le monde. Ça, c'est le point. Donc moi, par mon travail, j'essaie de le faire. Je vois par mon analyse, j'en ai donné certains éléments et les lecteurs qui voudraient creuser peuvent le retrouver sur mon site ou dans mes livres. Et le prochain qui va sortir bientôt va parler de Alors, ça quel est le justement. prochain livre? Ah bah, ça sera L'homme et la cité, volume 3, donc ça sera le 3e volume de mes essais, et qui parlera justement de cette guerre de l'ombre contre le mondialisme avec l'alliance antimondialiste. Enfin, il y a déjà des textes qu'on peut retrouver un petit peu sur mon site, mais ça sera enrichi de beaucoup de choses. Et donc moi, je suis assez confiant parce que je vois que dans le monde, que ce soit aux États-Unis, on a donné des exemples, que ce soit en Russie, que ce soit en Chine, que ce soit en Arabie Saoudite, mais j'aurais pu citer d'autres pays, il y a le Brésil, même dans des choses un peu improbables comme l'Afghanistan, il y a des choses qui se passent, en Birmanie aussi, il y a des choses très intéressantes qui se sont passées, il y a des forces anti-mondialistes qui arrivent à des choses concrètes. Et par exemple, on a évoqué un peu la pédocriminalité dans le silence des médias, mais quand même un petit peu, on en parle. Il y a des réseaux pédophiles entiers qui sont démantelés. Il y a des sites qui tombent. Il y a des gens assez haut placés, souvent proches de nos dirigeants, qui tombent. Par exemple, il y a quelqu'un qui était le meilleur ami de Justin Trudeau qui est tombé pour pédophilie. Ça, c'était quand même un truc assez incroyable. Il y a eu récemment en France plusieurs affaires de gens assez influents, notamment, je crois, il y a eu ce PDG d'un groupe d'assurance là qui avait des esclaves sexuels qui a été condamné. Enfin, il y a de plus en plus de gens, il y a des histoires de trafic de drogue, etc. Il y a de plus en plus d'affaires quand même qui avant auraient été passées sous silence qui tombent. Donc il y a des choses qui se passent. Les gens qui disent il se passe rien, tout ça c'est de la manipulation pour nous endormir. Je vous assure que quand vous travaillez sur ça tous les jours, vous voyez qu'il y a des choses qui se passent. C'est discret, mais ça se passe. Mais après, il y a une chose qu'il faut se dire, c'est la place de la France. Et vous l'avez dit, la France est contrôlée depuis très longtemps par le mondialisme. C'est le pays où le mondialisme est le plus enraciné à la fois dans les réseaux de pouvoir et dans les esprits par la philosophie des Lumières. Et c'est ça qu'il faut faire. C'est qu'il faut aider les gens à se libérer. Je dis toujours, avant de libérer les corps, il faut libérer les esprits. Donc il faut se libérer du mondialisme et il faut faire attention justement à l'opposition contrôlée. Il faut faire attention aux faux prophètes. Vous savez, l'Évangile nous dit, gardez-vous des faux prophètes. Ils viennent vers vous en vêtements de brebis, mais ce sont des loups féroces. Et l'Évangile nous donne la réponse. Il nous dit, c'est à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Donc regardez qui donne de bons fruits. Quels sont les fruits? Ça, c'est important.
Et moi, je le dis et je le répète, je pense qu'on ne pourra sauver notre pays que s'il renoue avec sa mission, qui est sa mission catholique. Et ça a été donné par l'évêque Saint-Rémy dès le baptême de Clovis, qui dit la vocation de la France, c'est de défendre l'Église et la foi catholique, et elle sera triomphante à chaque fois qu'elle satisfera cette mission, et elle sera à chaque fois rudement châtiée quand elle manquera à son serment. Donc voilà, tout a été dit par les prophètes. La question c'est, est-ce qu'on écoute les prophètes ou on continue à vouloir suivre son idée? Écoutez, on a donné, je pense, ce soir beaucoup d'éléments à nos auditeurs pour se faire leur avis. J'ai encore une question. On me parle de Notre-Dame. Pour vous, qu'est-ce qu'il en est? Est-ce que c'est aussi, il y a aussi la main du mondialisme derrière ou... Ah bah alors, je ne sais pas. Là, brûler un symbole. Ah bah je pense que ce sera le symbole de ce qui est arrivé à la France. C'est-à-dire, il y a cet édifice qui était important déjà pour la France, mais même pour le monde. On a vu l'émotion que ça a causé dans le monde entier, qui s'effondre. Je pense que c'est le symbole de ce qu'a été la présidence d'Emmanuel Macron et l'aboutissement du mondialisme, c'est-à-dire ce symbole chrétien qui prend feu, mais, et là on parle de l'espoir, qui est sauvé parce qu'il a été sauvé par l'héroïsme des pompiers. Il a été sauvé aussi quand même par la grâce de Dieu. Et donc, malgré la volonté du mondialisme de détruire, il y a toujours l'héroïsme des Français et la protection divine qui fait qu'on arrive quand même à sauver l'essentiel. Et je pense qu'on arrivera à sauver l'essentiel. Alors, vous avez écrit L'homme et la cité, volume 1, volume 2. Vous allez écrire le troisième volume, enfin, bientôt va sortir. Où est-ce qu'on peut déjà trouver les 2 premiers volumes? Quand est-ce que sortira le 3e volume et où est-ce qu'on pourra le trouver? Alors, j'ai aussi écrit d'autres livres. J'ai écrit Être français, l'être à ma sœur et La France retrouvée, pour ceux qui voudraient voir une vision plus politique de qu'est-ce qu'on va faire pour retrouver la France. Alors, mes livres peuvent se trouver sur Amazon. Ils peuvent se trouver aussi, pour ceux qui ne veulent pas donner de l'argent à Amazon, chez des librairies patriotes. Vous avez toute la liste sur mon site des différents points de vente. Alors, votre site, c'est stanislasberton.com, c'est ça? C'est ça, exactement. Donc, on peut retrouver mes livres sur ce site et on peut retrouver, voilà, souvent je poste des informations, je fais de la réinformation sur Twitter où je suis sur mon nom et sinon, pour ceux qui ne veulent pas être sur Twitter, sur Telegram. Et mon livre, alors, bah, écoutez, je suis en train de… pardon? Telegram, votre nom aussi, Stanislas Berton? Oui, sur mon nom. Je suis sur mon nom sur les réseaux. Et bah, écoutez, mon prochain livre, ça sera La grâce de Dieu. Je suis en train de le finir là. Donc, je ne sais pas, peut-être avant la fin de l'année. C'est possible, sinon ça sera en début d'année prochaine. Donc vraiment une année très active quoi, d'écriture. Ah bah toujours, mais vous savez, quand j'ai pris conscience, quand vous prenez conscience de ce qui se joue aujourd'hui et de à quel point on a détruit la France, qui est en fait ce trésor, on a pris ce qu'il y avait de plus beau au monde et on l'a détruit. Vous savez, je prends toujours, c'est la plus belle femme du monde, la France, et on l'a transformée en, voilà, on l'a laissée dans le fossé couverte de boue. Ne peut que s'engager à corps perdu dans ce combat-là. Et bien sûr, moi, j'ai envie d'y contribuer. Et la question que je pose toujours, c'est il y a cette guerre en cours contre le mondialisme. Quel sera le monde d'après et surtout, quelle sera la place de la France dans ce monde d'après? Et ça, c'est ça qui me préoccupe aussi beaucoup aujourd'hui. Et quelle sera la place de la France d'après vous? Ben, tout dépend. Tout dépend, c'est est-ce qu'elle reste dans son erreur moderne, progressiste et elle rejette la vision divine, ou elle reconnaît son erreur, elle renoue avec la foi de ses pères, elle retourne à la tradition. Et là, en effet, je pense que ça sera un long travail, ça sera un travail de peut-être plusieurs générations, un peu comme ce qu'a fait la Chine au XXe siècle. Mais je pense que la France peut redevenir, comme disait De Gaulle, de toute façon, la France n'est qu'elle-même qu'au premier rang. Donc, on n'a pas le choix, on doit viser l'excellence. Merci beaucoup, cher Stanislas Berton. L'homme et la cité, volume 1, volume 2, stanislasberton.com. Sur Twitter, Stanislas Berton, sur Telegram, Stanislas Berton. On a passé 2 heures, voilà, formidable. Plus de 2000 personnes en même temps sur ces 2 heures. Merci à vous, évidemment. Merci beaucoup, Mike, pour votre invitation. Merci Géopolitique Profonde. C'était une très bonne soirée. Qui monte. Et évidemment, l'antenne de Géopolitique est ouverte à vous, cher Stanislas, pour évidemment peut-être le prochain livre qui va bientôt sortir. Merci à vous. Avec plaisir. Passez un excellent dimanche soir et au prochain live. Merci, au revoir. À bientôt.